pas du tout le même traitement et qu'il y a un traitement toujours colonisateur en mode: «Ferme ta gueule». Mais vraiment, où il y a pas de solution, où, ils ont essayé de discuter, il y a eu une discussion, mais, c'était pour revenir au prix après covid, mais c'était déjà cher, en fait, hein. C'était déjà, plus de 40 sur l'Hexagone. Avec, le même SMIC, mais voire enfin, ils sont plus pauvres, en fait, dans les DROM. Donc c'est une aberration. On dit plus 40 mais sachez qu'il y a des trucs, comme les mouchoirs, ça a 200 de plus que l'Hexagone, tu Ouais, vois? je crois qu'en Par moyenne, exemple. c'est genre 150%, un truc comme ça, en moyenne. Ouais, c'est des Mmh. c'est des dingueries, quoi, 11 € le pack d'eau en ce moment, Mmh. et donc ils ont refusé et ça peut se comprendre en Martinique, ils refusent parce que, bah, c'était déjà cher. Et toi, le Cogit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la Martinique, est au bord de l'explosion? Bah, j'en sais rien parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on voit de temps en temps il y a des révoltes parce que le problème n'est pas réglé. À chaque fois ils envoient la solution, enfin, la solution entre guillemets la plus répressive et ça se recalme et des années après ça repart. Et les prix repartent à la hausse. Et, enfin voilà. Et j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, cette histoire dans les Drômes. Et tant qu'ils n'auront pas pris le problème à la racine, oui, enfin, peut-être que ça va durer un mois ou deux et qu'après ça va se calmer, mais ça reviendra dans 4 ans, quoi. Mmh. Donc, et les gens continueront à crever de faim, à pas avoir accès enfin, à pas avoir accès à l'eau potable dans des conditions dignes. Voilà. Ah, Donc, ouais, il y a le problème de l'eau, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de problèmes en fin de compte. Et puis là, je parlais des béquets, c'est vraiment une problématique, très, 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 très compliquée parce qu'en fait, oui, c'est des gens, ils étaient esclavagistes. Est-ce que c'est normal, en fait, qu'ils soient toujours sur ces îles et que ça soit des milliardaires? Et c'est enfin, on peut pas dire aux gens qui habitent sur cette île: «Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave». C'est une violence très symbolique, en fait. Enfin, Mais moi, qu'est-ce que je tu fais trouve. du coup? Genre tu les forces à vendre ou tu les expropries ou Ah bah, enfin moi, comment? je pense qu'ils auraient dû payer, hein. Ils auraient dû payer, hein. En fait, alors pour expliquer un petit peu, c'est que quand les esclavagistes, bah, l'esclavage, s'est arrêté, on les a rémunérés. On leur a donné de l'argent. Mmh. Mmh. Voilà, Petite l'État français a compensation. donné de l'argent et pas les esclaves, Mmh. pas les habitants, en fait, et ils ont gardé les territoires qu'ils avaient en tant qu'esclavagistes. Donc il y a toujours cette violence-là. Moi, pour moi, c'est pas normal. La France, n'a pas fait réparation et donc ça ne peut pas on ne peut pas être dans un pays, enfin, dans un territoire comme ça où il y a pas réparation, il y a une profonde injustice qui dure des siècles et non, ce n'est pas possible, en fait. Voilà, Si c'est tu permets juste de répondre à Rêve Ambulant, parce que j'ai parlé de problème à la racine. Moi, quand je parle de problème à la racine, je dis les colons blancs, on dégage et enfin, émancipation des peuples en fait. Et les peuples doivent être décisionnaires de leur sort et c'est pas des colons blancs de décider voilà. C'est sortir du colonialisme, c'est ça le problème à la racine pour moi. parce qu'on est toujours, en fait, dans un colonialisme, hein, on va pas se mentir. C'est Mm. juste, bah, il y a des gens qui ont l'argent, mais enfin et puis les autres, ils meurent. Après, Voilà. je pense que Coucou Damon. les béquets vont pas dégager comme ça, mais ça peut se défaire au moins étape par étape. Déjà, d'avoir la possibilité. En fait, le truc, c'est qu'en plus, la Martinique, c'est une terre empoisonnée donc, par Mmh. le chlordécone, mais qui a pas la possibilité d'avoir toutes les cultures qu'ils veulent. Il y a une gestion coloniale de la terre en elle-même qui fait que bah, la Martinique, c'est pour la banane, en fait. C'est pour l'exploitation de la banane, etc. J'entendais il y a quelques jours Malcolm Ferdinand, qui lui est donc de l'Observatoire Terre-Monde, qui lui est martiniquais, qui est très engagé sur les questions de chlordécone, et qui disait, mais en fait, déjà les gens qu'on met en gestion, genre le préfet, etc., qui va rester 2 ans, en fait, donc qui va pas connaître
du tout le territoire, les manières d'habiter, etc. En fait, il y a voilà, il y a tout un système qui est fait pour que ce soit mal géré. Nous, c'est comme ça qu'on le dirait peut-être, mais en fait que ce soit juste au profit des béquets, etc. Et on a quand même vu, là pour le coup, plutôt en Guadeloupe, des émeutes là en mai 67, mouvement social, émeute, etc., avec un massacre d'État, avec un préfet, notamment un préfet qui avait fait ses armes dans les colonies françaises. Donc il y a, Hmm. voilà, derrière toute cette gestion coloniale de ces territoires-là, il y a un peu toute cette histoire-là de la gestion sécuritaire, de la contre-insurrection, etc. Ouais, je suis en plein dedans là, je viens de voir un truc sur un film sur sur la libération d'Algérie et là on arrive bientôt au 17 octobre, etc. Donc je suis un peu porté sur ces questions-là en ce moment. Non, mais c'est important, c'est des questions importantes. Et je pense qu'en Hexagone, on doit, en fait, on se doit, c'est le moment, en fait, d'aller soutenir, d'aller dans la rue et d'aller soutenir la Martinique, la Guadeloupe, en fait, tous les Drômes. C'est à nous aussi d'aller manifester pour eux. Parce qu'en fait, là, on se rend pas compte, si nous, on manifeste pas en Hexagone, en fait, ils vont leur envoyer tout sur la gueule, hein. C'est ça qu'ils vont faire. Alors que on a une force avec la France, c'est qu'ils ont des territoires de partout. Donc si on fout le sbeul de partout, on peut très bien tenir et aider en fait. Je pense que c'est le seul moyen de pouvoir aider les Martiniquais à continuer. Parce que là, on les voit, c'est très pacifique, hein. Vraiment, les manifestations, elles sont pacifiques, hein, à la base, hein. Là, ils commencent à brûler une gendarmerie, mais ça peut se comprendre, tu vois. On leur envoie les CRS dans la gueule, c'est tout à fait logique, hein. On leur met un couvre-feu, je pense pas que ça passe à l'Hexagone. Ça ne passerait pas. Ça passe dans les banlieues, mais ça Mhm. passerait pas de partout, quoi. Là, ils ont un couvre-feu, interdiction de manifester et en plus, on leur envoie les CRS. Ouais. Et je sais pas si vous avez vu les images, mais les images, elles sont affolantes. C'est des gens qui sont pas armés, c'est pas des gens qui sont violents, ils ont pas envie d'attaquer, voilà. Ils sont en train de manifester, tout simplement et bah, il y a des CRS qui leur foncent dessus, qui leur dit qu'ils vont leur tirer dessus. Je trouve que c'est des images fortes, violentes de l'État français et j'ai l'impression que bah, la France s'en bat les couilles que les gens sur l'Hexagone n'en parlent pas, ne voient pas, et voilà. Il y a eu 3 morts. Je sais pas combien, mais il y a eu des blessés, il me semble, en Martinique, hein. Ouais, Ouais. c'est ce que tu dis là, ça me fait penser à plusieurs choses. Moi, c'est la tech que j'avais autour de la mort de Naël, c'est-à-dire qu'on était en fait, c'est quelle place de la gauche dans tout ça? On était quand même en sortie d'un mouvement social historique autour des retraites. Mmh. Et pendant que tu avais plein de petits, en fait, on a vu au final que c'était, bon, évidemment, c'était des jeunes, mais surtout des jeunes qui étaient Pas politisé, pas pas forcément. politisés, pas connus des services de police, etc., qui Mmh. étaient révoltés, en fait, tout simplement. Et Normal. je pense que ce qu'aurait pu faire la gauche, c'est organiser des manifestations de soutien et créer les conditions pour que ces manifestations débordent en manifs sauvages, etc. Occuper les flics, en fait. C'est tout simplement, mine de rien, pendant les manifs des retraites, on a su un peu épuiser les flics et je pense que ça aurait pu aider, ce truc-là. Et là, ouais, ce que tu dis, c'est un peu cette idée-là, quoi. Ouais, je pense que clairement, Se là, solidariser. c'est à nous, en tant que militants, enfin, moi, je parle souvent c'est le moment, en fait, de faire la conjection conjec La, conjecture des luttes. Est-ce que ça marche pas la la, Conjonction. non, conjonction? Oui, c'est non, la c'est pas la conjonction. confluence, non. L'intersection, là, c'est Ouais. le moment, en fait, de militer ensemble, La heu, convergence, c'est ça. La la convergence. convergence. Ouais, la Yes. convergence des luttes, voilà. Oh là là. Mais voilà, c'est en vrai, on est tous, dans la même galère, mais il y en a qui sont en train de ramasser plus là. Donc ouais, la convergence des luttes, je pense que c'est maintenant, ça doit être le lieu maintenant
Et ça, en tant que nous, militants de gauche, d'essayer, en fait, de faire ça. Parce que j'ai l'impression encore, les politiciens, ils sont pas là. Et connaissant pas du tout ce sujet et encore moins Ouais. les différentes solutions proposées par des partis, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des partis qui sont positionnés sur ça ou pas? Et les filles sont positionnées. Ils l'ont dit plusieurs fois pour la Martinique, mais après, est-ce qu'ils font des manifs? Du coup, c'est quoi la solution qu'ils proposent? Bloquer les prix. Ok. En Ah oui, fait, c'est vrai. de première nécessité, les faire baisser et les bloquer directement, les prix de première nécessité qui est complètement logique, comme l'eau, manger, voilà. Mais la NPA aussi, dans leur discours, il me semble, la psychothèque, il y a ça. Ouais, j'ai pas en tête exactement quelle demande on a, mais oui, tu as la possibilité de bloquer les prix. En fait, t'as les propriétaires, donc les béquets qui se font beaucoup de beurre et que l'État pourrait réduire voilà, le bénéfice qu'ils font sur ces produits-là. Mais du coup, la raison des prix hyper hauts, c'est parce que c'est une question de rareté, non? C'est qu'il y a peu de, peu de, comment dire, euh, Non, d'entreprises ou non, c'est pas, non, C'est une parce que du question de coup, ça choix. crée une sorte, parce que du coup, ça crée une c'est une dépendance, question, non? Parce ouais. que si tu leur dis, genre, on bloque les prix et eux, ils te répondent, bah, on se casse et il n'y a plus personne pour proposer tel ou tel produit. Ou je sais pas, en fait, je conjecture. C'est Carrefour, hein, Leclerc, Carrefour, tu vois, c'est des gros distributeurs, hein. Hmm. Eux, ils s'en foutent. C'est vraiment un choix des C'est un choix, ouais. distributeurs, hein, Hmm. de mettre aussi haut. En fait, ils ont des taxes, les DROM, que nous, on n'a pas en plus. Donc, par exemple, un truc, tu vas payer 3 € toi, Hmm. qui vient des États-Unis, hein, un truc qui vient des États-Unis. Lui, il va acheter et ça vient des États-Unis, ça va être 3 fois le prix, Hmm. tu vois? Et en fait, ils ont une taxation et voilà, c'est un régime assez, spécial, niveau économie et c'est un choix, ouais, Et pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que on fait rien? Enfin, peut-être C'est une bonne naïf, question. mais pourquoi, bonne enfin, question. pourquoi du point de vue d'un gouvernement, si jamais l'enjeu c'est juste de dire, bah les gars, vous pouvez pas mettre les prix à ce niveau-là, alors que vous pourriez les avoir plus bas et quand même vous faire du bénéf. Pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Parce qu'en vrai, ça sonne comme une solution relativement facile. Il doit bien y avoir une sorte de rapport de force où, bah, du coup, le gouvernement a peur de quelque chose et du coup ils le font pas, mais je comprends pas, en fait, Bah, je saisis pas. le truc, c'est de les laisser dans un seuil de pauvreté vraiment très pauvre et aussi, on considère pas, ces gens-là comme, des humains, en fait. Il faut appeler un chat, c'est parce que c'est des personnes noires, en fait. Bah, il faut le dire, en fait et donc l'État va pas considérer ces gens-là comme des êtres humains et oui, on est vraiment dans un truc de colonie, Genre en mode, française. ça vaut pas le coup de de réformer ça parce que bah, les gens qui sont concernés nous importent pas suffisamment. Ouais, Ouais, en gros, c'est c'est Ok. ça, ça, hein. Mm. Et c'est Ok. ça. Même il y a électoralement, en fait. le- Électoralement, ça apporte rien du tout, donc bah, ils s'en foutent. c'est très très rouge dans ce coin-là quand même. Mais oui, Et puis c'est très, très il rouge, y a ouais. aussi le truc très idéologique où en fait, dans le néolibéralisme, on va pas forcer la main à des entreprises. Mais les annonces de Michel Barnier, c'est vraiment... alors, on va inciter à augmenter les salaires, alors qu'il pourrait dire, voilà, le SMIC, c'est à partir de là, et si tu fixes un montant, en fait, bah, les entreprises, elles vont être obligées d'augmenter en fonction de ça. Mais ça, c'est un choix qui n'est jamais fait, bien au contraire. Donc, il y a à la fois Bah, tout ce je truc pense qu'ils voient colonial ça et comme, idéologique. bah, je pense qu'ils voient ça comme un rapport de force. La plupart du temps, la raison pour laquelle, dans la théorie néolibérale, ils veulent pas forcer la main à l'entreprise, bah, c'est parce que ils voient ça comme une sorte d'équilibre de pouvoir où ils essayent de voir jusqu'à où on peut pousser avant que bah, ils se cassent et que on se retrouve, et que le pays s'en retrouve préjudicié selon eux.
Mais là, du coup, il n'y a pas ce rapport de force, visiblement. En gros, que le rapport de force est largement en faveur du gouvernement dans cette situation-là et qu'ils n'aient pas de raison d'avoir peur que les enseignes se barrent. Ah non, Ouais. il y a quand même, au-delà de ça, il y a quand même une opposition à l'État, ce qu'on va appeler l'État-providence, etc. Il y a l'idée de libéraliser au maximum le marché, quoi. Que c'est un bien en soi que les gens puissent se faire de l'argent. Et puis si Ouais. les autres, voilà, il y a le truc un peu qui n'a pas été appelé comme ça directement dans le gouvernement, mais le truc du ruissellement où on voit bien que ça fonctionne pas, en fait, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, mais c'est pas un problème. Parce que c'est ça le but, en fait, c'est que les gens, les capitalistes, puissent faire marger au maximum. Parce que en fait, on est dans une société qui est en crise, là, au moins depuis les années 2000. Et donc là, en fait, c'est un moyen de continuer à faire du bénéf, alors qu'il y a quasiment plus de bénéf à faire, quoi. En très gros. T'as quelque chose à rajouter, le Cogit, toi? Hmm, pas spécialement. Je retiens. Enfin, voilà, moi, ce qui me rend fou, c'est le commerce sur l'eau potable aussi. Hmm. Et l'eau, elle est contaminée là-bas et je sais plus les montants de l'eau en bouteille ou du lait maternel ou des produits comme ça qui sont vraiment vitaux. Enfin, ouais, ça rend fou. Et même sur ça, voilà, ça rejoint ce que tu dis, Youk. Ils sont pas considérés comme des êtres humains, quoi. Ouais. 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 Bon, allez, on va passer à un autre sujet, mais il va falloir qu'on milite tous ensemble pour la Martinique. Mm. Il y a des manifs hein, en France, en Hexagone. Et je rappelle C'est qui que en général qui organise ça? bon, ça dépend. À Lyon, c'est souvent les antifas, mais parce que c'est une dynamique particulière à Lyon. Mais des fois, ça peut être des syndics étudiants qui peuvent le faire. Et même, il y a des associations Qui spécialisées. représente La Martinique, par ok. exemple, pour tout ce qui est les manifs pour la Kanaki, c'est des assos Hmm, de Kanak, en fait, qui sont dans l'Hexagone et qui vont ok. manifester dans l'Hexagone. Voilà. Et souvent, ce qui est bien, c'est souvent c'est plusieurs associations où tu as la Palestine, tu as les Antifas, et il faut qu'on continue, hein. Il faut être nombreux, surveiller les manifs, etc. Allez-y en manif parce que c'est important. Il faut montrer le soutien parce que bon, eux, c'est pas évident. Allez, passons à l'autre sujet, plus doux, plus joli. Oh là là, Kaizen, le documentaire de la médiocrité, non, de la méritocratie. Kaizen, le documentaire d'Inostech qui fait aujourd'hui sur YouTube 36 millions de vues, a été projeté le vendredi 13 septembre au cinéma. 350 000 spectateurs dans plus de 500 salles en France, au Québec et au Maroc. Kaizen est un terme en japonais venant de la contraction de deux mots distincts. Ka, le changement, Zen, le meilleur. Le terme est souvent traduit par le concept d'amélioration continue. Est-ce que vous avez vu le documentaire? Qu'en avez-vous pensé, Elias? Oui, j'ai vu le docu. Alors? La raison principale pour laquelle je l'ai vu, moi je suis pas particulièrement fan de Inox, le personnage, même si oui, il est hyper jeune et les dérapages qu'il a fait, il a tenté de les corriger, même s'il n'a pas du coup le contrôle sur sa commu. Je pense au truc qui s'est passé avec Ultia, des propos des propos misogynes pendant un The Event. C'est ça qui, dans mon esprit, a terni l'image d'Inoxtag. Du coup, de base, je suis pas particulièrement fan de lui, mais en fait, je l'ai regardé parce que je me suis dit, genre là, devant toi, t'as une référence pour quasiment toute une génération. Genre ça, ce truc-là qui dure 2 h 30, ça va être une ref. Et du coup, par curiosité de comprendre ce qui va servir de ref à plein de gens et qui va peut-être inspirer plein de gens, j'ai envie d'être au courant de quel genre de message on entend. Et du coup, j'étais curieux et je me suis posé. C'était en mode, c'était genre entertaining, tu vois. C'était intéressant et en vrai, je pense, enfin, des discussions que j'ai eues là-dessus, j'ai l'impression que il y a relativement peu de nuances, je trouve. Soit on déteste, soit on aime bien. Et moi, je suis plutôt du genre, je suis plutôt à dire que je le rayerais pas si jamais je pouvais, je le supprimerais pas.
mais qu'il y a plein de trucs moi je suis limite content qu'il existe parce que ça a lancé plein de conversations, plein de débats hyper intéressants, notamment du coup sur la méritocratie, sur le discours un petit peu de développement personnel qui du coup est entendu par toute une génération qui je pense que et part pas d'une mauvaise intention du tout de la part d'Inox, mais qui a peut-être des effets auxquels il s'attend pas, par exemple qu'on fait miroiter aux gens que ils peuvent arriver à tout. Et du coup, Inox qui prend sa propre histoire un peu comme exemple de OK, je viens de là et j'en suis arrivé à là parce que j'y ai cru et tout ça et tout ça. Et je pense que ce discours, peut être culpabilisant envers les personnes qui n'ont pas forcément les privilèges. Une des plus grosses curiosités que j'avais par rapport à ce docu, c'est de comprendre comment dire, son background, genre comment dire, son, son passif, genre est-ce que par exemple il vient d'une famille aisée ou qu'est-ce qui est. Et en fait, le truc qui m'a le plus marqué dans le docu, j'ai pas l'impression qu'on voit trop si Non, on voit pas il sa vient vie. on voit pas trop. Par contre, quelque chose qui m'a marqué parce que du coup moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec ce que moi j'ai dans ma vie, c'est qu'il est extrêmement bien entouré et que par exemple il a des parents qui sont très très aimants et très qui le soutiennent T'as vu beaucoup. la vidéo de Léa Chou que j'ai mis? En fait, c'est Non. faux. En fait, c'est faux. Son père, il habite pas avec sa mère et je sais plus, je crois qu'il est en Algérie, son père. Tu vois, ou je sais Dans tout plus. cas, dans le Et docu, t'as la dans le docu, sensation t'as la qu'il sens. les soutient. Justement, son père, il le soutient pas complètement, tu vois. Hmm. Tu vois, enfin. En vrai, je dis souvent, hein, les gens voient une façade et ont l'impression que la personne, elle dit tout. Mais en fait, Inox a cette intelligence-là, hein, est très bien entouré marketing, hein, où il n'y a pas tout. Il n'y a vraiment pas tout, hein, vraiment. Mais ouais, Léa Chou, elle a fait 3 minutes de recherche et en fait, dans 3 minutes de recherche, tu sais que ses parents, ils sont séparés, qu'ils sont pas ensemble et que son père, il est pas en France. Et, euh, et voilà. Et c'est intéressant, en vrai. Moi, je trouve Parce que ça... quasiment tous les figures, et c'est particulièrement marquant dans le monde anglo-saxon, parce que il y a souvent ces figures qui émergent, qui sont vues par la société comme des incarnations de la mobilité sociale, que c'est possible de partir de rien et de devenir multimilliardaire, et qui du coup sont balancés comme des totems de « voyez, c'est possible, donc ça veut dire que tout le monde peut y arriver ». Et du coup, moi, je cherchais un petit peu qu'est-ce qui explique le succès de Inox. Et du coup, même imaginons que ce soit que le soutien de sa mère, rien qu'avoir des parents ou Oui, une figure parentale qui te soutiennent énormément financièrement et même surtout moralement. Pour moi, c'est un déterminant, c'est quelque chose qui peut déterminer après, il est pas les pauvre. choix. Quoi? Il est pas pauvre. Probablement, il y a de ça aussi. Et du coup, Mais bref, je pense que quand comme beaucoup quand tu d'influenceurs, hein. j'aurais aimé qu'il parle plus de ça pour pas du coup culpabiliser les gens qui vont regarder ces documentaires et être inspirés parce qu'il est inspirant, il est super inspirant, et qui vont du coup peut-être se heurter à l'échec et penser que c'est de leur faute parce que dans leur imaginaire c'était possible, alors qu'en fait ils avaient des barrières que peut-être Inox n'avait pas. Et donc c'est le reproche que je ferais, mais moi je suis content que le documentaire existe parce que du coup ça nous permet d'avoir la conversation et je suis content que ce soit dans le débat. Après, ouais, non, il est pas pauvre, Inoxtag, mais après, tu peux pas dire, comme beaucoup d'influenceurs, tu peux pas dire que c'est un branleur, qu'il a pas travaillé pour, Non, tu mais vois, le enfin, succès, le mais travail est une condition nécessaire, mais pas suffisante. ouais, Personne sauf si tu as c'est ça. hérité d'une fortune, tu as toujours travaillé pour obtenir le succès, mais le travail n'est jamais suffisant. Il faut aussi de la C'est ça. chance, il faut aussi un entourage, il faut plein de trucs qui font que tu vas avoir du succès qui ne dépendent pas forcément de toi. Ah mais complètement, mais c'est comme tout, en fait. En fait, c'est moi, j'essaye toujours d'être nuancée dans ce que je dis, en disant: «Oui, la méritocratie n'existe pas, mais ça veut pas dire que cette personne-là n'a pas travaillé», tu Oui, vois? tout à fait, ouais, bien sûr. Et Bien sûr. d'ailleurs, son père, tu vois, tu as cette impression-là où il y a une génération, il y a un fossé où il comprend pas vraiment que son fils, il a vraiment travaillé et qu'il bosse beaucoup, en fait, Hmm, Inox, tu vois? Moi, j'y crois à 100 qu'Inox travaille bien beaucoup, sûr. hein. Bien sûr. Voilà, c'est
Mais Et que- en fait, quand tu fais passer le message que travailler beaucoup suffit à arriver là où il en c'est est, ça. bah tu crées un discours culpabilisant vers les gens qui travaillent beaucoup mais n'y arrivent pas parce que il leur manque d'autres conditions hors de leur contrôle, de la chance peut-être, de l'opportunité, du soutien familial, du soutien moral de l'entourage que je pense que la majorité des gens n'ont pas. Donc le discours est pertinent finalement pour une minorité de la population, je pense. Voilà. La psychothèque, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce documentaire? Alors, rien et tout. Je vais commencer par dire Ah, ça. Parce que moi, j'ai pas regardé le docu. Comment dire? J'ai regardé un react d'Histoire Crépue dessus. J'ai regardé la fin du stream, donc j'ai vu. Enfin, j'ai surtout plus écouté que vu un moment où la fin en fait du docu, parce que moi Inoxtag ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas de souci à passer à côté de Kaizen. Et en fait, pourquoi rien et tout? Parce que à la fois, tout ça c'est arrivé à un moment où j'étais moins présent sur Twitter. Et donc je passais sur Twitter et je voyais que tout le monde se prenait la tête là-dessus. Et j'étais en mode, mais je pense que c'est plus ou moins un non. Enfin, ça mérite pas que ça prenne toutes ces proportions-là. En vrai, les critiques, j'entends hein, les critiques, surtout le côté méritocratie, mais en même temps, c'est la société dans laquelle on vit, quoi. Enfin, il a rien réinventé, il sert juste un discours qui est le discours néolibéral, qui effectivement sert à une minorité. Parce que du coup, on va dire, oui, il a bossé, etc. Souvent, il y a ce truc-là de j'ai beaucoup bossé pour en arriver là, qui est en fait, parce que le travail, c'est une valeur de la bourgeoisie, c'est comme ça que la bourgeoisie s'est construite. Et ça lui permet de justifier sa domination. Et pareil pour un Inostac, ça lui permet de dire ah ben je suis arrivé là parce que j'ai travaillé. Et c'est en partie vrai. Et tu l'as dit, Elias, hein, c'est en partie vrai. Il y a aussi d'autres facteurs. Donc en fait, ok, c'est juste quelqu'un qui a réussi, qui nous sert le discours un peu mainstream, qu'il fait avec, à ce qui paraît, un beau docu en fait. À ce qui paraît, c'est très joli. Et donc moi je suis en mode bah ok très bien que ça existe. Oui il y a sans doute des critiques mais en fait je pense que notre problème il est autre chose que Inoxtag en soi, la personne d'Inoxtag. Peut-être qu'il y a, comme tu le disais Elias, quelque chose à comprendre de qu'est-ce qui fait un Inoxtag. Mais au-delà de ça, je suis en mode ouais bon ok, peut-être qu'il y a d'autres trucs quoi. Bah, c'est marquant dans le sens où sur Internet, l'autre discours existe aussi. Par exemple, on a déjà eu, par exemple, Samuel Etienne qui avait avait une conversation un peu lunaire avec Zerator de mériter le succès ou pas. Et du coup, Zerator qui avait beaucoup contrasté, tu vois, qui avait dit, moi, je pense pas que je mérite d'être là. En tout cas, je le mérite pas plus que quelqu'un d'autre qui a beaucoup travaillé aussi. Et pourtant, je suis là. Et du coup, le fait que l'autre discours existe aussi, et je trouve que c'est dommage qu'il y ait peu de contraste, ouais. Non, peu de mais nuances, quoi. je. Ouais. Mais le truc, moi, je pense que Inoxtag, c'est juste le miroir d'une jeunesse hein, qui a abreuvé par ce discours méritocratie, hein, avec les Mm. réseaux sociaux, etc. Voilà. Et je pense que pour Inoxtag, ça lui fait plus de mal que de bien. Hein. En fait, il est le produit du capitalisme. Il chiale tout le long. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'heureux, hein, Inoxtag. Ce n'est pas normal. Enfin, alors, c'est bien qu'il montre qu'il chiale, mais tu le sens. Il le dit. C'est un pourri gâté. Il le dit dans le documentaire plein de fois. Et je pense qu'il se fait du mal. Il se fait réellement du mal parce qu'on attend ça de lui, qui performe toujours plus, etc. Et dans ce discours de méritocratie, s'il n'y arrive pas, bah, il va se prendre plein la gueule en fait. Il n'a pas encore eu de mur en fait, Inoxtag, dans sa vie. Et je pense qu'il n'est pas si heureux que ça. Hein. Voilà. Je... Et toi, le cogite? Bah, alors moi j'ai pas vu le documentaire, mais il y a j'ai l'impression de l'avoir vu tellement j'en ai entendu parler, mais il y a des questions que ça soulève, je trouve,
ou dans les schémas que ça reproduit, par exemple, il y a toute la lumière autour d'Inoxtag, c'est Inoxtag, 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 mais on oublie au-delà de ça qu'il y a une équipe de Sherpa qui est payée une misère qui l'a accompagné. Il y a tous les techniciens, tous les monteurs, tout ça, ils ont pas le salaire d'Inoxtag, ils sont pas sous la lumière des projecteurs comme lui. Et bah ça reproduit, pardon, je tape dans mon micro, ça reproduit le schéma du mec qui se fait tout seul, soi-disant. Ça, voilà, quand on veut, on peut, machin, alors que c'est grâce aussi aux gens qui travaillent dur derrière et qui restent, voilà, qui restent, eux, resteront des Sherpas, resteront du personnel, tout ça. Et ça me rend un peu fou, Mais ce genre de discours. en fait, il le montre. En fait, il montre ça et il le dit plusieurs fois. Elias, toi, tu l'as vu, il le dit plusieurs fois sur les Sherpas. Moi, je Il trouve que parle de- l'écologie est trop mise de J'ai côté, entendu, ouais. mais pour le coup, les Ouais. Sherpas, je trouve qu'ils Bah, sont ils sont- mis en valeur. Ils sont Alors, dans d'autres documentaires, tu t'attendrais à ce que les Sherpas, en fait, tu vois, de notre point de vue, bah, c'est quasiment comme si c'était des clones des gens, des personnages qui n'ont pas de personnalité. Donc c'est juste comme un peu des figurants qui portent les affaires. Et les Sherpas existent, on sait qu'ils sont là, mais on leur donne pas vraiment de personnalité. On s'intéresse pas forcément à eux. Et moi, j'ai trouvé, bah, sur ça, je trouve que ça, il c'est est réussi, ouais. moins critiquable sur ça que sur d'autres angles, dans le sens où bah, tu t'attaches aux Sherpas parce que tu les découvres, en tout cas certains, pas tous, mais certains, tu les découvres d'assez près et tu connais bien leurs prénoms. Leurs moments difficiles sont aussi montrés à eux, donc les Ah, ok. moments où eux, ils manquent d'oxygène et que c'est un peu difficile pour eux et tout ça, c'est quand même montré. Donc ce côté-là, je trouve que c'était bien géré. Par contre, le côté écologique, le seul moment où il en parle, c'est quand il a le nez dedans. Donc c'est quand il est sur l'Everest et qu'il voit un peu ce qui reste dans un camp de tout, bah, des tentes entières et des déchets qui sont laissés là par des gens qui ne veulent pas se trimballer des déchets et les ramener en bas quoi, quand ils ont fini leur ascension. Et c'est dommage de parler, je trouve, le seul moment où tu mets quelques minutes sur l'écologie, c'est quand tu es vraiment le nez Ouais. dedans. Donc je trouve que ça aurait pu, sur cet angle-là, ça aurait pu être largement mieux. Après, Ok. il est jeune. Enfin, moi, je le répète. En fait, C'est une réalité. j'essaye d'être pas trop être méchante. En vrai, j'ai regardé son âge, il a 22 ans. Ouais. C'est méga jeune. Bah, je pense qu'il faut critiquer, mais pas de manière hautaine. Donc, il faut pas Ouais, juste pas être ouais. hautain, faut juste pas. Oui. Et il a- Je pense que et tu as en le droit de plus- critiquer et lui, il accepte Ouais, la bien critique aussi. Ouais. Hein. Mais juste, faut pas regarder de manière hautaine parce qu'il est jeune. Ouais, et en vrai, il a vraiment. Enfin, il entend toutes les critiques. Hein. En vrai, sur les plateaux télé, tu le vois, il dit, mais je comprends mieux, et il a pu parler d'écologie, en fait, derrière ça, tout. Et je pense qu'il est pas si con que ça. Hein. Je pense que Non. laissons-le l'évoluer, tout, machin. Après, oui, sur un plan écologique, c'est désastreux. Moi, je suis pas pour le tourisme. Mais je sais, là, les gauchos, vous êtes toujours énervés, je sais, blablabla. Mais en vrai, il a essayé de rendre beau la montagne. Et en général, pas que l'Everest, hein, parce qu'il y a toute la préparation qu'il fait. Et il y a vraiment ce truc-là de tu peux aller en montagne, tu peux aller en montagne en France, etc. Tu vois, il y a tout ce côté-là, en fait, que je trouve que c'est pas mal pensé. Et qu'il a fait d'autres vidéos là-dessus aussi, sur sa préparation. Et je trouve ça pas mal en fin de compte qu'il ait fait comme ça. Voilà, c'est après, je fais l'avocat du diable, alors qu'il y a plein de choses à dire niveau écologie. Moi, je trouve ça Mm. désastreux, sinon c'est joli, hein, c'est un joli documentaire, la méritocratie ça pue la merde, Et puis il y voilà. a cette question aussi que ça me renvoie, je sais pas comment elle est évoquée dans le documentaire, mais ça parle beaucoup de réussite, non? Et ça renvoie à la question, c'est quoi réussir en fait? Est-ce qu'il faut vraiment faire un truc de fou pour réussir, ou est-ce que bah, faire un métier utile, genre qui aide les gens au quotidien, c'est réussir aussi. Enfin voilà, et je sais pas comment il aborde ce sujet-là dans le documentaire vu que je l'ai pas vu. Bah, je suis d'accord avec toi. Et en fait, il l'aborde, mais en fait, c'est une des contradictions assez obvious pour moi parce que en fait, c'est comme la contradiction des téléphones où bah, il parle en fait à la fin, tu as une séquence où il est posé sur une sorte de quai
il est avec sa barbe parce qu'il est allé à Cuba, Cuba. et qu'il s'est reposé quelque temps là, et du coup tu le vois réfléchir faire une réflexion sur tout ce qui lui est arrivé et tout ça. Et en fait, il a un discours inspirationnel dans lequel il dit en fait, vous n'avez pas besoin de gravir l'Everest pour sentir que votre vie a du sens, ou un truc dans ce genre-là, que même les petits trucs comptent. Donc ça fait partie de son discours à la fin, mais c'est contradictoire parce que pourquoi est-ce que du coup tu décides de gravir l'Everest si ta conviction c'est que t'as pas besoin de ça pour être important. Et c'est la même chose avec les téléphones, tu vois. Et il a une diatribe où il parle de en fait c'est addictif ce truc et tout, mais d'un autre côté quand tu regardes t'es en mode c'est pour ça que t'es là. C'est un peu c'est contradictoire, et je pense qu'il le fait sans mauvaise foi du tout, hein. C'est juste donc ça fait partie de son discours, mais en même temps ça n'a pas vraiment d'impact sur les gens. Je pense pas que les gens Si. qui regardent le truc disent ok, Si. j'avoue, juste me lever de mon lit c'est une victoire pour moi. Je sais pas, en fait moi je pense que la plupart des gens sortent avec de ce documentaire en ayant envie d'accomplir des grandes choses, j'ai Non, l'impression. moi je sais pas, parce que j'ai vu avec quelqu'un qui est assez jeune, et en vrai, lui, ça lui a remis en question tout son fonctionnement avec son portable, tu vois. Et maintenant, il scrolle moins, il est moins sur son téléphone, tu vois. Et en vrai, c'est pas con, il a 22 ans, il a une inspiration pour des mineurs. Et oui, non, mais c'est ça aussi. Mais il y a Ouais, mais Il y a un truc de porn de développement personnel aussi, où moi, ayant eu un moment de ma vie où je consommais beaucoup de contenu de développement personnel, le contenu de développement personnel a pour particularité d'essayer d'être extrêmement inspirant pour les gens, mais a aussi pour effet de provoquer des changements d'attitude à court terme et pas à long terme. C'est un des plus gros reproches qui est fait au contenu vraiment axé pur développement personnel. Et du coup, à voir du coup avec ton pote ou ta pote, de voir si ça provoque des changements à long terme. Mais en fait, c'est un peu enfin, je sais pas, c'est du porn, quoi. Genre, c'est du porn de développement personnel. J'ai C'est vrai, l'impression. mais en même temps, on est dans cette société-là. Dans cette société-là, moi, je sais que si j'avais eu les moyens à 22 ans de faire un truc comme ça aurait été beaucoup moins bien. Je veux dire, moralement, par rapport à ce qui est décrit, là, ce que vous dites, et ce que j'ai entendu d'autres choses de ce docu-là. Donc, effectivement, il y a la question de l'âge et ce qu'il en fait, quand même, de son influence qui est réelle. Et en même temps, oui, c'est un YouTuber qui a pété, je crois qu'il avait genre 12 ans, un truc comme ça. ouais, il Évidemment était qu'il est bébé. moulé dans l'idéologie Mm. capitaliste, méritocratique, etc. En fait, pour moi, la question à poser, c'est pas seulement d'analyser en quoi il est, c'est tu posais la question de ok, comment se crée un inox tag en gros. Pour moi, si on veut avoir d'autres discours, en fait, il faut se poser la question de ok, mais comment les inox tags de demain ils vont avoir un discours qui remet en cause la méritocratie. Qu'est-ce qui fait que, je sais plus qui t'a cité, c'était Zerator. Qu'est-ce qui Zerator, fait ouais. qu'un Zerator va le faire et pas un Inoxtag. Bon, c'est pas exactement les mêmes profils, mais pour moi, la question, c'est, ok, Le comment facteur on fait maturité, pour je pense que c'est une question de influencer maturité, hein. Je pense que Ouais, dans sans, 5 ans, sans doute. Inox, il tient le même discours que Zerator. Mais je suis... Ouais. Juste parce que mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a du mérite sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Je trouve que c'est cool que ce documentaire-là existe parce que du coup, ça nous permet de sensibiliser. On peut prendre ce qu'il y a à prendre dans le docu. Il y a plein de trucs qui sont bons à prendre dans le docu et parler des petits couacs ou des petits problèmes de messages et de valeurs qui sont dans le docu. Et comme ça, on en parle et peut-être que Inox, il en sort changé aussi, comme disait Yukaino, de faire des plateaux et d'accepter de prendre les critiques qu'il y a à prendre. Et peut-être que dans 5 ans, il a un discours de Zerator en mode. Moi, je suis sûr que Zerator, quand il a commencé à percer, il était comme Inox, tu vois. Il était en mode ah ouais, enfin je perce avec tout le travail que j'ai fourni, enfin je perce, ça y est. T'as pas envie à ce moment-là de te remettre en question et perdre ton identité parce que tu te dis que rien de tout ça tu l'as réellement mérité, que ça t'est arrivé un peu par chance, ou parce que tu avais des conditions favorables qui étaient hors de ton contrôle. Donc je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord qu'il faut sensibiliser. Je pense pas qu'il faille
laisser Inoxtag en mode bon, il évoluera bien. Non, il faut pouvoir parler dans son oreille. Pour moi, Ouais. c'est ça l'enjeu. Comment on arrive à Ouais. atteindre des Inoxtag, à dire ok, on entend dans la société que bah, tu mérites, dans ton entourage, sans doute dans ton milieu, tu entends que tu mérites tout ce que, parce que tu as travaillé, etc. Peut-être que tu peux avoir une autre analyse. Pour moi, c'est surtout là l'enjeu. Après, moi, enfin, Inox, il est entouré d'Amine, Rebeu des Terres. Tu vois, dans ma tête, il fait partie de cette équipe-là, de cette team-là. Il va évoluer à gauche, tu Mhm. vois. Enfin, parce que c'est un peu leur papa, en fait, hein. Vraiment, hein, dans la sphère Twitch, YouTube, etc. Et que bah, il a entendu, hein, les critiques, hein. Mhm. Donc, en vrai, je pense réellement, il y a une évolution. Et puis, et aussi, il faut le répéter, mais il a fini son séjour à Cuba. Je sais pas, mais Pourquoi ça t'a autant marqué, ça? Ça fait plusieurs fois que tu le dis. Pourquoi? bah, l'histoire de Cuba, tout. Enfin, la politique à Cuba. Enfin, Mais tu penses qu'il a voulu faire passer un message en allant à Cuba? bah, peut-être. Ah non, moi je pense pas du tout. Vraiment, je pense pas. Bah, Ça est-ce que, m'étonnerait. est-ce que toi, tu vas aller à Cuba, toi? Tu vois, Je est-ce pense que qu'il est c'est le allé à premier? Cuba parce que c'était sympa, Est-ce que c'est tout. Genre, est-ce que c'est le premier pays que tu te dis, ouais, je vais aller à Cuba? Bah non, Tu mais vois, regarde, en regarde, vrai. tu vois les images. En fait, les images, je sais pas. Hein, en plus, j'ai pas trop réfléchi à ce côté, à ce moment-là du docu. Mais en gros, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le docu, en fait, tu as les 10 dernières minutes où il a terminé l'ascension de l'Everest. Tu as une sorte d'ellipse où il se passe du temps. Et en fait, ce temps-là, il l'a passé à Cuba en mode un peu retraite du Sans monde. portable. Ouais, sans portable. Il a travaillé dans un champ. Dans une Il a, rizière. dans une rizière. Et il a un peu déconnecté totalement, mais en fait, ça sert un discours. Ça sert un discours Complètement. Du coup, moi, je pense juste ils ont choisi un endroit qui, regarde, quand tu vois visuellement, ça marque un contraste énorme par rapport à la montagne. Et en Ouais, mais fait, juste, il aurait pu c'est choisir atterri un sur autre pays. Cuba. Bah oui, il aurait pu, mais imagine, il aurait choisi les Maldives, ça aurait été bizarre. Ça ressemble un petit peu, tu vois, le paysage. Il aurait, je sais pas, en vrai, je vois pas je vois pas un truc, un message là-dedans. Je pense que s'il y avait un message là-dedans, il aurait été plus obvious parce que le fait que t'es la première personne à en parler, probablement veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce rapprochement-là et que du coup, le message, il passe pas efficacement Bah, et je que me ce dis, la documentaire se population. concentre de faire passer un message. Tu vois, donc, je sais pas. Tu vois, si tu vas au Costa Rica et où tu vas à Cuba, normalement, tu connais la politique ou même les habitants vont parler de la politique, tu vois, là-bas. Donc, ça va te changer. C'est des territoires où vraiment, ça va te changer Hmm. si tu y vas. Tu vois, c'est. Mais est-ce Moi, qu'il je Là, savait il y a ça pense. au une préalable? Il influence. s'est dit ça dans l'idée que je vais à Cuba parce que j'ai envie d'être Peut-être pas. transformé. Peut-être pas. Je Peut-être Il y a pense une pas. pas. influence américaine qui est de plus en plus présente à Cuba maintenant. Oui, Ça a en changé quand vrai. même. Mais vous qui avez vu Non, mais. le docu, est-ce que la performance en elle-même, ça vous a fait quelque chose? Parce que moi, j'avoue que quand j'ai entendu qu'il avait ce projet-là, j'y croyais absolument pas. Et je suis quand même impressionné du fait qu'il l'ait fait. Et je sais pas à quel point ça s'est répandu, parce que du coup, je me suis pas trop intéressé au sujet, mais je sais que dans mon cercle d'amis, on dit faire son Kaizen, tu vois. Ça a Hmm. marqué quand même. Bien sûr. Bah, il est ultra. Enfin, tu le vois au début, il est flasque. À la fin du docu, il est tout sec et musclé, tu vois. Enfin, tu vois qu'il s'est entraîné de Hmm. malade. Et C'est méga impressionnant, oui, c'est Hmm. c'est clair. Ouais. impressionnant, hein, la transformation d'Inox est assez impressionnante physiquement. Et aussi, enfin, les images, bordel, les images, c'est trop bien monté, c'est trop bien fait. Hmm. C'est impressionnant et d'un autre côté, peut-être pas hyper, comment on dit, identifiable. Je pense que une personne random peut pas trop s'identifier à lui parce que quelque chose qui est quand même assez visible, c'est qu'il est entouré de préparateurs en fait. Du coup, Ouais, il a fréquenté pendant toute cette année en fait où il a fait plein d'autres ascensions pour s'entraîner. Il l'a fait avec quelqu'un qui est un expert de ça et du coup, qui est payé pour ça. Et du coup, en fait, tout l'encadrement qu'il a eu est clairement hors de portée visible. pour une personne Mm. random, même quelqu'un de riche. Hein. Je pense que c'est même en dehors de la portée de quelqu'un de riche. Lui, il est extrêmement riche. Donc, Ouais. donc je pense que c'est impressionnant, mais avec le contraste de
je sais très bien que ce serait pas possible pour moi, pas parce que je manque de volonté ou parce que je manque de préparation physique, c'est juste parce que j'ai pas les moyens de me payer la préparation qu'il a eue, qui lui a permis de réussir cette ascension. C'est quand même rare beaucoup. Moi, je lui connais pas du tout en alpinisme, mais du coup, j'ai vu des réactions de gens qui s'y connaissaient un petit peu mieux du milieu. Genre, c'est assez rare de préparer le Everest en un an. C'est très très rare en fait. Normalement, une préparation d'Everest, ça se fait sur plusieurs années. Donc, il y a qu'un un encadrement optimal et accru qui peut te permettre d'être suffisant, de passer de flasque, comme dit Yokaino, donc vraiment quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui mange mal, qui a un rythme de vie de streamer et de youtubeur, donc un rythme de vie abject, enfin en tout cas pas sain. Il dort dans la salle de bain de chez ses parents, genre ça n'a aucun sens, tu vois, c'est à pouvoir gravir l'Everest. Donc je pense que c'est hyper impressionnant, mais pas identifiable. Tu t'identifies pas à lui. Ouais, c'est ça. Mais il aurait pu invisibiliser ça, en fait, pour, tu vois, mais il le fait pas. Après, je vais revenir sur un autre truc, parce que je sais qu'il y a des gens, ils me critiquent parce que je bande sur la DA de Inox. C'est juste qu'en fait, moi, c'est mon métier, en fait, de faire du contenu, en fait, créatif. Bah, il faut reconnaître quand il y a une bonne réal et que c'est bien fait, en fait. Et je pense que c'est juste, vous n'êtes pas intéressé à la réalisation, mais je vais bander sur des films, tu vois, et c'est tout, en fait. Et non, je bande pas sur Thibaut InShape niveau réalisation, parce que en vrai, c'est nul à chier, la réelle de... Alors que Inox, il a vraiment des réalisateurs et des monteurs, et GG à eux, hein, parce qu'il y a des moments où tu sens que ils ont dû passer du temps là-dessus, hein. Vraiment. Bah, c'est les images, surtout les prises de vue et tout, bah ça a le niveau d'un vrai docu, genre au sens classique, où tu t'attends à voir des images de fou et t'es bluffé, hein. Clairement, c'est bluffant. Pour moi, et les drones et tout, les prises de vue sont incroyables. C'est l'autre sujet, parce que sur le côté identification, c'est vrai que YouTube, bon, c'est un peu une ouverture, mais YouTube s'est créé un peu avec des figures de on est proche de vous, je suis dans ma chambre, etc. Mais forcément, quand tu atteins un certain niveau et un certain budget, bah, en fait, tu vas retrouver des trucs un peu comme tu as à la télé. Et il y a plus ce côté, on te vend du rêve, je sais pas, je pense au GP Explorer. Bon, c'est des trucs que je regarde pas trop, mais il y a ce côté, effectivement, tu vas pas t'identifier, tu vas pas t'imaginer être dans ce cadre-là, mais on va te vendre plutôt du rêve, un peu comme le cinéma, entre guillemets. Ouais. Ouais, après, souvent, je fais la comparaison avec des documentaires animaliers ou, voilà, ou autres. Bah, en fait, les gens oublient que ça coûte extrêmement cher. Voilà, ça coûte très très cher. Il y a des grosses équipes et que souvent dans les documentaires, on les montre pas, les gens, justement, les Sherpas, les gens tout autour. Equinox, bon, ok, il a fait cet effort-là, on peut reconnaître ça, il a montré ça. Voilà. Après, ouais, j'ai l'impression que les gens, ils sont trop déconnectés, ils se rendent pas compte. Mais vraiment, hein, ceux qui font des balades en hélico pour filmer des documentaires, c'est stylé, c'est joli. Mais derrière, c'est autant dégueulasse niveau pollution, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. C'est c'est tout. C'est mon point de vue. J'ai une question pour ceux qui l'ont vu sur le fait sur cette approche le fait que ça soit pas accessible à tout le monde. Quelle approche il a, quel message il porte lui Est-ce qu'il met en garde en disant tout le monde peut pas le faire ou est-ce que il essaye plutôt de vendre du rêve à tout le monde? Je pense qu'il a hyper bien cerné que c'était l'enjeu principal de son docu. Il sait très bien, quand il réalise ce docu, que aucun de ses abonnés, ou peut-être un ou deux, gravira le Mont Everest. Donc, il sait très bien que l'enjeu de son documentaire, ça va être d'utiliser l'Everest comme une métaphore plutôt comme le but en soi. Le documentaire cherche pas à te motiver à gravir l'Everest. Le documentaire cherche à accomplir des choses tout court et peut-être à ton échelle, même si le message, je trouve qu'il passe pas hyper bien à ce niveau-là, mais d'accomplir des choses et, si possible, des grandes choses. Plutôt des grandes choses que des petites choses, on va pas se mentir. Et du coup, c'est amené de manière très habile que c'est une métaphore. Parce qu'en fait, il va tout le temps utiliser des exemples de sa vie et tout. Il va essayer de, lui, en tant que... en fait, c'est lui qui va essayer de devenir identifiable en tant que... il essaye le plus possible que tu te rendes compte que c'est un humain un peu normal, tu vois. Ok. Donc ça, c'est bien amené, parce que c'est vraiment l'enjeu du docu. Parce que sinon, tu fais un truc hors sol,
Si vraiment il avait tout axé sur le but, c'est que vous ayez envie de faire le mont Everest, ça aurait touché Non. personne. Genre, Non. personne n'aurait été inspiré. Du coup, c'est Ouais. très développement personnel, quoi. Comme, Ah oui, mais totalement. Ouais. C'est Ok, totalement ça. Ouais, d'accord. totalement. Ouais. Et on peut critiquer cet esprit-là, etc. Il y a zéro souci là-dessus, en fait. Il y a du bon comme il y a du mauvais. La méritocratie, tout ça, c'est à chier, on est d'accord. Mais et je pense que voilà, c'est bon quand on a dit ça, après on dit quoi? Voilà. Voilà, on dit quoi? Bah, C'est c'est cool qu'on ait eu la conversation, non? Genre, je trouve Bah ça ouais, trop bien voilà, qu'on en Ouais, de parle. ouf. c'est ça en fait. Est-ce Mm. qu'on fait nos gauchistes C'est un insupportables, bon etc. sujet de débat, je sais pas. Moi, Ouais, j'aime c'est bien. ça. Mm. C'est ça parce Mm. qu'on a pu parler de plein de sujets sur les Sherpas, etc., sur l'écologie, sur les gens qui vont faire l'Everest. Il y en a plein sans préparation physique. Voilà. C'est montré dans le docu. Hein. S'il n'avait pas Et sorti le docu, on n'en parlerait pas de tout on ça. n'en C'est parlerait trop cool pas. qu'on en parle. Ben ouais, des morts qui sont sur l'Everest, par exemple, et qui sont pas enlevés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, et que même à un moment donné, les Sherpas, on les entend parler de. Des fois, les gens, ils sont pas préparés et ils sont obligés de les faire pisser, tu vois. C'est abusé, ça. Et on entend. On entend ce. Tu te Mhm. rappelles pas? Il dit ça. Non. Les gens. Il dit, ouais, il y a des gens, des fois, ils ont trop froid aux mains, c'est nous qui devons les dessaper et les aider à pisser. Hmm. Ok, Ouais, non, je me rappelais tu pas de vois, ce moment. ouais. Et ils en parlent, les Sherpas, ils en rigolent, ils disent, bah, c'est bien parce que vous êtes entraînés. Il leur dit, en fait. Et donc, il y a tout ce truc-là, en fait. Et que la montagne devient de plus en plus dangereuse parce qu'il y a plus de monde, en fin de compte. Et il montre vraiment les risques de la montagne. Et en vrai, ouais, la méritocratie, caca. Mais laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Samuel Etienne, il a quel âge quand il a compris que la méritocratie, c'était pas vrai? Je sais pas s'il a vraiment compris, mais... Je sais pas s'il a Je compris. suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus. En tout cas, il a changé de discours. Je sais pas s'il est convaincu, mais il a changé de discours là-dessus. Mais parce qu'il a aussi compris que les gens, le discours méritocrate passait pas trop sur Twitch. C'est surtout ça. Je pense. Astragal a dit un truc tellement vrai. Ce qui m'a plus agacé dans le docu, c'est les gens qui ont commencé à critiquer alors qu'ils l'avaient même pas vu. C'est tellement vrai. Je crois que la plupart des gens que je connais qui critiquent Kaizen, ils l'ont pas vu, le documentaire. Et c'est Et il y a- dommage parce que même tu peux le regarder même en ayant un regard très critique envers Inox. Moi, je trouve qu'en vrai de vrai, c'est intéressant de le voir juste parce que c'est une ref en fait. Mm. Juste parce que regarder ce docu va te permettre de mieux comprendre une génération. Et ça, c'est trop bien de pouvoir mieux comprendre Mais une même génération. sur quelque chose sur la réalisation, c'est vrai que c'est pas un docu comme on fait un docu. Enfin, en fait, c'est un docu qui est produit pour plaire aux jeunes, etc. Donc, il y a des moments où ça va très vite, il y a un enchaînement, etc. Et c'est fait en fait pour attiser en fait la curiosité et aussi te faire ton cerveau en ah, j'arrive plus à parler. Mais que ton cerveau, il soit toujours en fait activé en fait. Et donc tu as un montage très rapide, des fois des moments de contemplation, etc. Et il y a cette maîtrise-là en fait. Hein. Il y a cette maîtrise-là où le docu n'est pas fait pour les vieux, mais pour les jeunes. Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Le docu est Quand... fait pour son public et il est Ouais. fait pour le public d'Inox. Ouais. Voilà. Et enfin, encore une fois, je l'ai pas vu, mais moi, ce qui m'a, ce qui en a découlé de ce documentaire, et du coup, c'est qu'il y a il y a eu un épisode du Dessous des cartes sur la situation géopolitique autour de l'Everest. Il y a le Canard réfractaire qui en a parlé. Il y a eu plein de trucs qui en ont découlé, que je savais pas quoi, autour de la bataille de l'Everest entre la Chine et le Népal, tout ça. Et enfin, c'est super intéressant et enfin, ça s'étend jusqu'au pays, jusqu'en Inde même, parce qu'il y a tous les fleuves qui découlent. Enfin, il y a une vraie guerre de l'eau en fait autour de l'Everest. Ouais. Et enfin voilà, ça a permis aussi je pense pas que c'était le but, mais en tout cas ça. Ça. Non mais je sais, je me fais critiquer parce que. Mais c'est un vrai truc.
En vrai, Je ça, rattrape ça le a tir. créé du contenu. Et juste pour ça, en fait, est-ce que ça valait pas la peine? Parce Mais que résultat, les gens sont intéressés. est-ce que vous Bah, pensez que ça va faire des émules, genre est-ce que on va avoir de plus en plus des docu YouTube? Est-ce que ça va créer un genre ou... Ouais, t'as l'impression, toi? Est-ce qu'on a eu d'autres exemples de changements de méta comme ça? Par exemple, il y a The Great Review qui a changé une partie de la méta YouTube parce que il a changé la manière dont on faisait des mini docus un peu à l'arrache à la maison, mais quand même hyper axé storytelling et tout. Ça a changé, enfin, ça a fait émerger énormément de nouveaux YouTubeurs qui ont kiffé The Great Review et qui ont voulu faire des trucs similaires. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas. Le seul problème que je vois, c'est bah, avoir les moyens de réaliser un docu comme ça, c'est réservé à vraiment très très peu, même dans le milieu de YouTube, alors qu'il y a beaucoup d'argent parmi peu de gens, même dans ce groupe-là, je pense que c'est vraiment une minorité qui est capable, qui a les moyens de le faire. Mais peut-être que le côté développeur personnel, lui, va peut-être survivre, peut-être que ça va donner envie à d'autres gens d'influencer un peu sur sur le côté développement personnel. Je sais pas. En vrai, ça ne m'étonnerait pas que ça crée un peu une nouvelle méta. ouais, mais après, il y avait Seb, et Modem, elle en parle, mais ouais, Seb avait fait un documentaire sur le Mhm. Kazakhstan et autre chose, non? Il avait pas fait le Ouais, Kazakhstan il était et allé le Kazakhstan. là-dessus Papasouï. aussi. Ouais, En et Papouasie, non? ouais, Ouais. Papouasie. Mais le truc, c'est que nous, en fait, en France, on n'a pas l'habitude de ce contenu-là, de documentaires, etc. Mais la psychothèque, t'as regardé Influenceur. Ouais, Et il y tout en à a fait. un, il y en a un des influenceurs, il est spécialisé dans le voyage. Ah, Tu Panic vois. Bottle. Ouais. Et en vrai, c'est juste nous, en fait, je pense que la France, on n'a pas ce contenu-là, en fait. Je pense que c'est ça, hein. C'est juste ça. Et je pense que peut-être ça va apparaître à un moment donné où il y aura des gens qui. Après, il y a des gens qui font des trucs de van life, etc., mais Mhm. qui n'explosent pas sur YouTube, mais il y a des Français qui le font, hein. Ma sœur, elle est dans ce milieu-là, donc c'est pour ça que je connais. Mais je sais, il y a une catégorie, mais ça n'a pas encore explosé. Mais si les gros YouTubeurs le font, je pense que ça peut péter. Ouais. On va passer à autre chose, hein, toujours les influenceurs. On va parler de samedi 12 octobre du match Eleven All-Star 2, un match tendu qui s'est passé à Madrid. Match de foot France-Espagne avec des streamers, une défaite pour la France 2-0 et une interruption à cause d'insultes racistes. À la 50e minute, des cris de singe sont venus des tribunes et on visait un joueur noir de la France, Brax, je ne sais pas si je le dis bien, Brox. Brooks, Brooks. ok, Brooks. Ses coéquipiers pour le soutenir sont rentrés au vestiaire en signe de protestation. Un supporter a été exclu du stade. Est-ce que vous avez regardé le match? Que pensez-vous des insultes racistes dans les matchs de foot? Est-ce que les coéquipiers ont-ils bien réagi? Moi, j'ai vu les Euh, images, il y a eu des. Pardon, Vas-y, le cogite. j'ai l'impression, j'ai vu juste enfin, l'actu passer en vidéo comme ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une solidarité quand même entre les deux équipes et qu'il y a eu. Enfin. Voilà, je vois un joueur adverse, un joueur espagnol, aller montrer du doigt le facho pour bien l'afficher aussi devant les caméras, tout ça. Voilà, ça c'est cool que déjà entre joueurs il y ait ça. Après, bah oui, j'espère qu'il pourra plus remettre les pieds dans un stade, ce gars. Ouais. Et puis voilà, Après, le l'essentiel. seul joueur qui est espagnol qui, dès le début, euh, est allé confronter ce supporter, c'était un joueur noir aussi, et c'était le seul de l'équipe espagnole. Du coup, c'est pas vraiment. euh, Du coup, j'ai vu le match, et en fait, les Français ont décidé de quitter. L'équipe française a décidé de quitter le terrain parce que, en fait, c'était un joueur français qui était agressé, et ils se sont dit, on peut pas laisser passer ça, et du coup, on rentre parce qu'aussi en France, on est peut-être un poil moins confronté à ça dans le sport. Il faut savoir. Bon, moi, j'adore le foot, du coup, et en plus, étant espagnol, mon équipe préférée, c'est une équipe espagnole, et je regarde beaucoup les matchs. En fait, c'est les bruits de singe en particulier, genre les gestes comme ça et tout. Malheureusement, c'est omniprésent. Du coup, c'était pas choquant.
horrible que ça arrive, mais c'était pas choquant. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les joueurs français ont réagi beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus intense, parce que c'est un truc qu'on voit moins en France. Il y a beaucoup de racisme C'est dans les faux. stades. Il y a beaucoup de racisme dans les stades, mais il Il y est en a pas beaucoup comme en ça. France. C'est Il y en a- ça prend d'autres formes, le racisme en France. Et peut-être que ces autres formes auraient choqué les joueurs espagnols s'ils y avaient été confrontés. Mais du coup, ils ont quitté le stade. Il y avait un joueur espagnol du coup qui est allé, qui était en pleurs et tout. Mais du coup, c'était quelqu'un qui se sentait affecté par le racisme et qui déplorait le fait que les invités soient traités comme ça. Par contre, le reste de l'équipe espagnole, étant les organisateurs de l'événement et ceux qui profitent de l'événement, ont mis plus de temps à rentrer au vestiaire, étaient un peu plus partagés, j'ai l'impression, au sein de l'équipe. Donc, c'était pas directement solidaire, en tout cas pas pour toute l'équipe espagnole. Ok. Et toi, les psychothèques? Alors, moi, j'ai appris ça tout à l'heure, juste l'info, et ça m'a rappelé... En fait, effectivement, il y a toute une culture, en fait, de ces actes racistes. Dans le football, on a ça notamment en Italie, et il y a quelques années, il y a eu une polémique, donc autour d'un, pareil, un joueur noir qui est invectivé comme ça, etc. Et tu avais une réaction de comment il s'appelle, de Lilian Thuram, qui dit voilà, c'est raciste et il faudrait que la FIFA en fait suspende les matchs. En fait, la question pour moi derrière, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait des institutions? Là, c'est voilà, c'est un petit match de divertissement et je trouve que l'équipe française a bien réagi de dire ok, on arrête les frais là. Et quand même, ce truc-là a créé un débat en France où t'as eu Pierre Ménès qui a dit mais quand même il y a aussi du racisme anti-blanc, moi je vois mon fils, c'est le seul blanc de son équipe et on le choisit en dernier, bon c'est vrai qu'il est pas très bon au foot, etc. Tout ça est vrai, hein. Et ça a créé en fait un débat sur le racisme anti-blanc. On a fini par discuter de ça. Donc ça m'a rappelé ça. Et je trouve que quand même, cette équipe de gens qui sont, de ce que je comprends, hein, des streamers, j'ai vu qu'il y avait SDM aussi, donc en gros des gens du divertissement et tout, je trouve ont eu une réaction plus sensée, plus mature sur le sujet, plus politique en vrai. Que des professionnels médiatiques il y a quelques années, quoi. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ouais, t'as raison, la psychothèque. Mais c'est vrai, parce que ça aurait continué le match de foot si ça avait été une équipe. Là, ils se sont arrêtés, etc. Ça a gueulé, etc. Et dites-vous que ça en parlait sur tout plein de chaînes de télé, etc. Cet événement-là. Peut-être ça peut faire prendre conscience, en fait, hein, le problème du racisme dans le foot, parce qu'il y a un vrai problème, hein, au fond, hein. Bon, il y a un problème de racisme de partout, mais dans le foot, parfois, c'est plus visible. Et d'ailleurs, le joueur, je sais plus comment il s'appelle, l'a dit que c'était la première fois qu'il Brooks, était Brooks, qui était confronté comme ça, en fait, au racisme. De manière Parce que- frontale, ouais. Ouais. Mhm. Donc, ouais, ça a dû lui faire bizarre, hein, en vrai. Pas évident, mais en vrai, non. Et GG pour la réaction qu'il est. Ouais. Ah, c'est bien, c'est très très bien. Bravo Twitch, enfin bravo les streamers. Vraiment, ils sont trop forts. En vrai, moi je préfère ça au GP Explorer, je vous avouerai. Après, il y a eu plein d'autres trucs à côté de ce qui c'est de l'incident raciste. Genre, il y a Ouais. eu plein d'autres trucs où. Enfin, j'ai débriefé avant vite fait. Ouais. Et en fait, un des trucs qui, moi, m'a le plus marqué, c'est que moi j'adore le foot, mais je trouve que c'est chiant que dans le foot, il y ait autant, particulièrement le foot des mecs, hein, donc énormément de comportements genre masculins toxiques. Aussi le côté genre une sorte de dérive un peu chauvine. Où en fait défendre ton pays, ça veut forcément dire que tu vas antagoniser le pays contre lequel tu joues. Donc la rivalité France-Espagne, elle existe depuis un moment déjà, probablement depuis 2006, la Coupe du Monde.
où il y avait une demi-finale où il y a eu un peu des tensions entre les équipes et tout. Et ensuite, elle a continué sur Twitch aussi. Elle a déjà eu lieu sur Twitch pendant le Pixel War, parce que probablement, en fait, la commu Twitch espagnole et la commu française ont un contenu qui est un peu similaire, alors que le contenu Twitch américain est complètement différent. Du coup, il y a une sorte de ressemblance qui crée une rivalité on se comprend, mais on veut être l'un meilleur que l'autre. Du coup, depuis le Pixel War, il y a déjà beaucoup de rivalité. Et du coup, il y a eu le match aller où moi je l'avais regardé, et en tout cas, j'avais pas été marqué par des comportements chiants ou trop d'antagonisation. Enfin, en fait, tu ressentais que l'antagonisation de l'autre équipe était bon enfant, en fait, genre on a envie de te battre et voilà, tu vois. Mais là, cette fois-ci, c'était pas comme ça, en fait. Dès les 10 premières minutes, il y avait déjà des accrochages où il y a eu un contact, et le contact dans le foot, c'est normal. Ça veut pas forcément dire que quand tu mets un contact à un autre joueur, ça veut pas forcément dire que tu détestes l'autre joueur, c'est juste que tu as essayé de lui prendre la balle et tu as été excessif, et du coup tu fais une faute. Et du coup, il y a eu un contact sur un joueur français. Le joueur français s'est directement énervé, a pris à partie le joueur espagnol et vraiment l'a agressé, en fait. Et ça, c'était dès les 10 premières minutes. Et je me suis dit, mais tiens, alors que au préalable, t'as pas l'impression qu'il y avait beaucoup de tension, et tu te dis, c'était des streamers qui se sont sensibilisés, streamers et youtubeurs qui sont sensibilisés au fait que tu peux donner un bon spectacle qui est engageant sans devoir avoir ce genre de comportement d'antagoniser les adversaires juste parce que c'est tes adversaires. Et pourtant, en fait, pendant tout le match, on a vu ça, et des deux côtés, hein, mais vraiment, tu as eu un joueur français qui s'est tourné vers le banc des Espagnols qui attrape sa bite, tu vois. Genre, t'es en mode, mais quel moment tu te dis ouais, mais il y a plein, mais aussi les accrochages, en fait t'as juste l'impression de voir deux taureaux qui se rentrent dedans avec des cornes comme ça, genre en mode ouais c'est plus fort. Et je me dis que c'est dommage, parce que ce match, ça aurait tellement pu être l'occasion de montrer que c'était pas obligé de faire ça pour engager. Donc toute l'antagonisation, c'est juste un outil, hein, c'est un outil pour engager les gens dans un match, c'est faire en sorte que les gens aient envie de gagner et envie de supporter, parce que tu as envie vraiment de battre l'adversaire. Et en fait, il y a plein d'autres moyens d'engager ta communauté dans le sport sans devoir forcément dénigrer l'adversaire. Et malheureusement, quasiment tous les participants du match, quasiment tous les joueurs du match ont été dans cette dynamique de éteindre l'adversaire, les tensions, les bousculades, tout le truc qu'on voit dans le foot et qu'on n'aime pas dans le foot, même les gens qui aiment le foot, le côté hyper mascu. C'est vraiment dommage. Et après, hommage à certains quand même qui ont été beaucoup plus réglo. Genre, ceux que j'ai le plus remarqué, c'était des Français, parce que je les connaissais, mais il y a sans doute aussi des Espagnols qui ont été pas du tout dans cette dynamique-là. Genre en France, t'avais Tonton, t'avais Rivenzi, qui étaient pas du tout en mode, ils cherchaient pas du tout la merde, ils étaient juste en train de jouer leur match de foot comme ils auraient dû, tu vois. Ok. Bon. Allez, on va passer à l'international. Ouais. Désolé, Elias. Moi, j'ai pas regardé. Je suis pas fan de foot. Je suis désolée. T'inquiète. Au moins, on a un commentaire structuré d'Elias. Il nous a fait vraiment tout le topo, hein. Elias basé de A à Z. On va passer donc. Maintenant, je me tais jusqu'à la fin. Non. Non. Non, tu vas parler. On va parler justement d'international, le rapport de l'ONU qui accuse Israël de détruire délibérément les hôpitaux et le système de santé de Gaza. L'ONU accuse Israël de crimes de guerre à Gaza. Une enquête menée par des experts de l'ONU accuse le Tsahal. Le Tsahal, c'est la force de défense d'Israël, de viser délibérément des installations de santé, causant des morts au sein du personnel médical de la bande de Gaza. Israël rejette le rapport, bien sûr, mais entre les actes de torture sur les détenus par Israël et le rapport sur la malnutrition à Gaza, nous pouvons avoir des doutes sur l'honnêteté d'Israël, bien sûr. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont bombardé des tentes. Voilà, ils ont brûlé des tentes. Voilà, aujourd'hui, c'était dans cette nuit, je crois. Que pensez-vous de tout ceci, la psychothèque? C'est sombre, Ouais. mais en fait, c'est toute la question du rapport d'Israël avec le droit international, parce que, en fait, je crois que c'est une cinquantaine de résolutions de l'ONU qu'Israël n'a pas respectées. En fait, voilà, il y a toute la question de l'impunité, et il y a une triste ironie d'avoir cette info-là, et de voir effectivement là que... Parce que les tentes qui ont été brûlées, c'était au niveau de l'hôpital Al-Aqsa, quoi. Donc on le sait, en fait, et le truc, c'est que tu dis où est la limite.
Où est la limite? Tuer des enfants, c'est pas une limite. Tuer des civils, c'est pas une limite. Tuer des journalistes, tuer des soignants. Le truc des prisonniers, en fait, c'est une question assez cruciale. Et même en Israël, qui est quand même censé être voilà, une grande démocratie dans la région et tout. Voilà, il y a eu un débat sur est-ce qu'on peut ou pas violer des prisonniers palestiniens. Enfin, il y a un truc complètement absurde Oui. de vraiment sans limite, d'une impunité totale. Et forcément, il y a du côté des gens qui sont solidaires, et où tu dis, bah, déjà, comment ne pas être solidaire, quoi, c'est assez ouf. Mais il y a un sentiment d'impuissance, quoi. Tu te dis, mais le peuple palestinien se soulève de toutes les façons possibles et imaginables. Les gens qui sont en soutien le sont depuis au moins un an et en fait c'est de pire en pire quoi. Ouais, t'as l'impression qu'on est dans une impasse, mais complète, et que les rapports s'accumulent, vraiment. J'ai vraiment l'impression que ce génocide-là, cette guerre-là, montre toute l'horreur que l'humanité peut faire. Vraiment. Et toi, le Cogite, qu'est-ce que tu en penses de tout ceci? Moi, d'un côté, ça me fait peur pour tous les pays de la région, en fait. Parce que il y a eu ce qu'on sait depuis un an à Gaza. Israël commence à reconnaître ses crimes sous forme de menaces aux Libanais, si vous ne vous débarrassez pas du Hezbollah, vous aurez votre Gaza. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mm. Vous aurez votre génocide. Après le Liban, ils en sont pas à leur première tentative d'invasion du Liban, que les médias n'appellent pas une invasion d'ailleurs. C'est toujours aussi fou. Euh, Ils s'en prennent aux bâtiments de l'ONU. On continue à parler de de frappes précises, chirurgicales, je sais plus quel terme. Enfin, il y a des civils, il y a des enfants qui meurent. Après le Liban, ça sera quoi? Ça sera la Syrie, puis L'Iran. enfin, l'Iran, c'est ça. Enfin, dans la complicité générale des pays occidentaux, dont la France, qui continue à mentir en disant qu'elle ne livre pas d'armes, alors que, enfin, voilà, elle livre des composantes, soi-disant. C'est Oui, des en composantes fait, qui Et servent. même si elle ne livrait pas d'armes, elle aurait quand même encore tellement de marge de trucs à faire pour prendre Oui, c'est position dans ça. le conflit. Même s'il ne livrait pas d'armes, ce serait quand même un scandale. Il y a tous les partenariats commerciaux à bloquer. Il faut prendre les mêmes sanctions qu'avec la Russie, en fait. mais les mêmes. Euh, Exactement les mêmes. Donc voilà, moi, ça me fait peur et je suis. Faut se bouger, faut qu'on se bouge comme pour le Liban, comme on s'est bougé pour Gaza, et qu'on continue à se bouger pour Gaza d'ailleurs. Et qu'on voilà, on est intimidé par le pouvoir en place, en se faisant traiter d'antisémite, en se faisant réprimer, mais il faut continuer à y aller. Moi, je continue à aller manifester le samedi. Faut continuer à y aller, même si c'est chaud, même si souvent ça finit par des nasses ou des gazages dans certaines villes. Faut montrer notre solidarité et surtout, voilà, faut pas avoir peur. Les antisémites, c'est ceux qui assimilent le sionisme voilà, c'est ceux qui font le mélange entre le sionisme et le judaïsme en général, parce que tous les sionistes ne sont, enfin, tous les juifs ne sont pas des sionistes. Oui. Et en disant ça, on affirme quelque chose d'antisémite, et c'est eux les antisémites, du coup. Voilà. Et tous les sionistes ne sont pas juifs d'ailleurs. Et tous les Oui. sionistes ne sont pas juifs, absolument. Oui. Oui, oui, et je pense qu'il faut continuer à en parler. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Je pense que ça reste toujours important d'en parler. Il faut parler autour de soi, parler de Gaza, du Liban, de ce qui se passe. C'est très, très important, en fait, l'information, parce que l'information ne passe plus par les médias mainstream. De plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Et toi, Elias, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
J'ai le Ouais. même sentiment, Ouais. le même sentiment de rien, d'être impuissant et, euh, et genre outré, en fait, genre juste outré. C'est vrai, enfin, de vraiment premier degré me poser la question, en vrai, est-ce qu'il y a une ligne rouge? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on va se dire, ok, là c'est bon, c'est fini? Tu vois, genre, est-ce qu'à un moment, bah, les États-Unis vont dire, ok, là non, c'est mort, vous pouvez pas faire ça? En vrai, je sais pas, j'ai l'impression que non. Et du coup, bah, il reste rien d'autre que d'être outré et d'essayer de faire en sorte d'aider, d'en parler. Je pense que tu as raison. Qu'il faut, même s'il y avait une sorte de statu quo, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais pendant un moment, il y a une sorte de statu quo où juste ça continue tel quel. Même s'il y avait un statu quo, bah, de continuer à en parler pour pas que les gens oublient ou passent à autre chose et que ce soit normalisé en fait. Ouais. Ouais, il faut pas Mais d'un point de vue normaliser ce qui se géopolitique, passe. je suis pas hyper renseigné, je suis juste outré, c'est tout. Ouais. En fait, On va pas. Ouais, vas-y. la situation, c'est plus ou moins la même que ce qu'on disait par rapport à la Martinique. C'est toute la question du colonialisme derrière. Et donc la question du racisme et ce qui veut dire quelle vie compte et quelle vie ne compte pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne rouge. C'est parce que, bon, est-ce que c'est si important? Il y a des gens qui nous disent texto, oui, il y a 40 000 morts palestiniens, mais il y a eu 1200 morts israéliens quand même. N'oublions pas, il y a eu 1200 morts israéliens. Et qui font du coup ce rapport-là assez clairement de, bah oui, mais c'est voilà, c'est plus important. 1200 par rapport à 40 000, c'est plus important, parce que les uns sont israéliens et les autres palestiniens. Et bon, il y a quand même des perspectives par rapport à ça. Il y a ce que tu disais, le cogite sur le fait de se mobiliser, de continuer de se mobiliser. En vrai, tout ce truc-là, autoritaire, de gazage, etc., on a connu des amendes pour juste soutenir la Palestine qui subissait C'est une dinguerie, hein. un génocide. Et en fait, on a déjà des victoires. C'est-à-dire, on part de loin, donc on a l'impression que c'est rien, mais en fait, on a pu déjà dire que non, mais c'est normal de manifester son soutien, étant donné la situation. Il y a quand même Macron qui sent que ça pue un peu, qui commence à dire ah oui, livraison d'armes, peut-être qu'il va falloir les arrêter, etc. On va voir si c'est suivi des faits, etc. Mais Mm. voilà, il y a des choses qui bougent un peu. Moi, je sais que je milite à la campagne BDS, donc boycott des investissements sanctions, qui est inspirée parce que comme c'est une société d'apartheid, c'est inspiré de la lutte des Sud-Africains. Donc d'utiliser la stratégie du boycott. Et donc il y a des marques qui sont ciblées à boycotter. Il y a une campagne pour pousser au désinvestissement. Et avec voilà, le truc ultime dont vous avez parlé, c'était la question des sanctions. Et il y a eu plein de victoires là récemment. Là, depuis la rentrée, il y a eu toute une série de victoires, alors au niveau mondial, hein, de la campagne BDS. Donc il faut aussi même si on est marqué par à chaque fois les attaques, les images qui tournent sur les réseaux, etc. Faut comprendre que c'est une histoire qui date pas du 7 octobre, que c'est un processus d'un siècle de colonialisme, etc. Et donc il faut avoir ce recul-là, et il y a quand même des choses qui avancent, même si on assiste à une extermination, quoi. Ouais. Enfin, moi, je pense pas que ça sera une extermination totale parce qu'en fait, on a parlé de Gaza. Si on se serait tué, et en fait, enfin, c'est ce que disent les Palestiniens, en fait. Tu vois, c'est ce truc-là, en fait. La Palestine vivra. Quoi Mhm. qu'il arrive, la Palestine vivra. Donc, ouais. Pour parler d'une autre actu qui vient du Liban, il y a eu des casques bleus qui ont été blessés, 5 casques bleus. Voilà. Ça a fait un peu bouger les choses. Donc, alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé ce dimanche 13 octobre à mettre les casques bleus à l'abri immédiatement. Une déclaration qui a condamné ensuite Beyrouth. Le président américain Joe Biden a demandé à Israël de ne plus tirer sur les forces de l'ONU au Liban. Et il y a aussi Macron. Il y a aussi Macron qui a dit ouais, ouais, là, si tu tues des soldats français, bah là, ça va être un peu compliqué. Donc samedi, au moins 40 pays, dont 34 contributeurs, ont apporté leur soutien complet à protéger les casques bleus. Voilà.
Je rappelle que le Liban a annoncé un nouveau bilan de 22 morts, 117 blessés dans les frappes israéliennes sur Beyrouth. Est-ce que vous pensez qu'Israël, ça pourrait les calmer avec, avec ça, avec les présidents là, vraiment, ils ont dit non, vous touchez pas au casque bleu. Je viens de voir aussi un tweet du vieux de Mélenchon qui dit que Ah, Israël a tweeté, t'as tweeté n'importe quoi. Israël a bombardé des chrétiens du Liban aussi. Donc voilà. Je sais pas s'il va y avoir des réactions suite à ça. Israël a bombardé des églises en Palestine, il n'y a pas eu plus de réactions. Des églises vraiment millénaires et tout. Bref. Je suis pas sûr que ça. Le fait que ça soit au Liban, je sais pas. Peut-être que ça peut, mais il y a toujours ce truc de bon. De quelle vie on peut se dispenser, quoi. Alors, imaginez là, demain, ils déconnent encore et ils tuent, ils envoient des bombes sur des casques bleus, ils en tuent. Est-ce que vous pensez que Ouais. ça changerait quelque chose ou pas? Parce qu'en vrai, c'est Ouais, la même pour moi, histoire ouais. qu'avant, en mode est-ce que c'est une ligne rouge est-ce que c'est Ouais, vraiment pour moi, ça la ligne rouge? Est-ce qu'on a dit OK je pense pour je des milliers de pense Gazaouis, que mais c'est la ligne rouge. S'il y a des soldats français qui meurent, là, Macron ne peut pas dire bah on va rien faire. du coup tu fais quoi? Et tu penses qu'il ferait quoi? Bah là, je sais pas, peut-être arrêter les Il peut pas armes, faire grand-chose en vrai. couper en fait, Mm. comme on a dit, de plus avec l'économie travailler avec Israël, Mm. tu vois, par exemple. On De prendre une importe, position genre ouais, comme l'Espagne quoi, comme en la mode rue, on finit. finito, Oui, comme on a fait avec et de la pousser Russie. l'Europe à avoir cette position-là. Voilà, parce que la France est quand même assez centrale pour l'Europe. Donc si la France dit ça, ça peut faire vraiment un blocage pour Israël. Parce que Euh, la volonté y est pas, tu vois, genre la volonté, je pense que genre Macron, pour prendre genre lui comme exemple, je pense pas que ça fera changer son avis sur le conflit et la position de la France sur le conflit. Tu vois, moi j'ai peur que si ça arrivait, il y aurait une sorte de mesure symbolique qui calmerait les tensions à court terme, mais en fait changerait rien à la position de la France. Parce qu'en fait, il y a pas, ça change. En fait, je pense pas que ça change sa conception de comment il faut gérer le Politiquement, c'est conflit. mauvais. Politiquement, c'est mauvais. S'il y a des soldats français qui meurent, c'est ultra mauvais. Là, on parle plus du Liban que Gaza dans les Mm. médias mainstream, parce qu'on a des Français, en fait, Mm. au Liban. Et que c'est une pseudo-colonie aussi française, mais il faut pas trop le dire trop fort. Mais voilà, et qu'on a des engagements auprès du Liban. Et on oublie, mais Israël va très mal économiquement, en fait, hein. Ça va pas du tout Ah, bien, en fait, en ce oui, il y a un risque Ah ouais, d'être déclassé et compagnie, hein. ouais. Ça va pas du Là, tout. donc en vrai, il y a un pays qui dit stop, en mode, vraiment la France, elle dit stop. Là, ça change tout l'histoire et la guerre qui est en train de se passer, le génocide qui est en train Ça de se peut passer. faire pression. Après, sur l'ONU, en soi, il y a déjà des morts. Il me semble qu'il y a 2 morts, c'est ça? Mais il me semble que donc le truc, c'est la finule. Il me Il y a semble que déjà dans ce truc, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, qu'il y avait deux morts ou deux blessés. C'est à vérifier, hein. Mais il me semble que les soldats, il n'y a pas de soldats français à cet endroit-là, ce que Au j'avais lu. Liban, si, on a Dans, des soldats. Moi, non, je le sais qu'il y en a. dans la zone où Ah, justement il y a eu ok, des tirs, tiens. et il me semble que c'est bon, c'est à vérifier. Mais ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas de soldats français qui est engagé là, dans cette zone-là. Et bon, Israël demandait à ce que les soldats de l'ONU quand même dégagent de là pour qu'ils puissent tirer tranquillement. Israël va pas bombarder là. Je pense qu'ils vont peut-être continuer de tirer, etc. Mais ils vont pas non plus. C'est aller un peu loin quand même de bombarder des casques bleus. Bon, quand même, tirer, Après, on n'a pas que. tirer volontairement, c'est ce que dit Macron. Il dit, ouais, quand Ouais. même cibler volontairement Mm. Lui, il a dit, c'est pas bien. Par contre, il a dit, voilà, toujours un peu de Macron hate, il a dit, il faut que le Hezbollah cesse immédiatement les bombardements. Et attention, par contre, Israël, c'est pas très bien ce que vous faites. Il y a toujours un peu quand même de poids, de mesure, quoi.
Ouais, Mm. clairement. Après, on n'a pas que les casques bleus, enfin, nous, en armée, on a vraiment l'armée française qui est au Mhm. Liban, hein. Donc, Oh, et là, pour vous dire, l'armée française, elle reste sur place. Ils peuvent plus partir du Liban. Voilà. Donc on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si il va se passer un truc ou pas, parce que ça, c'est une position. Ils auraient pu très bien dire, bah, l'armée revenez, en fait, en France. Tu vois, il y a quand même ce truc-là, quoi. et par De rapport à se la position de Macron, Mmh, Israël est en mauvaise passe. Macron il est en mauvaise passe. Il sort mmh, d'une dissolution qu'il a complètement perdue. Il est affaibli. Donc il y a la question du rapport de force que nous aussi on crée en France. Sa position, elle va aussi être influencée par le rapport de force qu'on va réussir ou pas à créer. Et c'est-à-dire que il y a des manifestations de soutien à la Palestine depuis un an. Donc ça veut dire il y a un mouvement qui est engagé, qui a entre guillemets pris en charge la question du Liban. Et si on commence à avoir des soldats français qui sont touchés, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas allés en manif depuis, mmh. qui vont... Voilà, peut-être que les rangs vont grossir. Voilà, on sait pas ce que... Voilà, c'est un peu... L'histoire est le fruit d'un rapport de force, disait Marx. Quoi. Mais il y a des gens qui disent dans le chat en mode ah, mais ils bougeraient pour des soldats. Bah oui, en fait. Pas pour les citoyens, mais pour des soldats, oui. Parce qu'en fait, c'est s'attaquer à l'institution française, s'attaquer à des soldats. Et c'est au-dessus, niveau valeur, image, etc. Mm. Souvent, hein, ils se servent des soldats pour aller faire des guerres, hein, qu'on soit d'accord, hein. Voilà. Puis on est en pleine grosse campagne de recrutement de l'armée de terre. Si tu fais rien, ça la fout mal quand même. Ouais. Ouais, c'est ça aussi. Donc, Barnier, ouais. il a Ouais. annoncé qu'ils allaient mettre le paquet sur le sécuritaire et compagnie, donc faut assurer. C'est ce truc, ouais, non, c'est du marketing, hein, les gars, hein. Bah, c'est l'Archuma un peu. Si tu te laisses tuer des soldats, c'est que tu te fais bolosser. Bah, ouais, ouais. Bon, allez, on va passer à l'actu des États-Unis. L'ouragan Milton a fait 16 morts. Mercredi soir dernier, sur la côte ouest de la Floride, Milton, l'ouragan de catégorie 3 a causé 16 morts. Avec le changement climatique, le réchauffement des mers, ça rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque de phénomènes plus puissants selon les scientifiques. Est-ce que Milton ne serait pas une projection de notre futur? Est-ce que l'on doit craindre de plus en plus des événements catastrophiques? Et quelle est votre solution, Elias? Bah, bien sûr que oui. Bah, je sais pas, en vrai, y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est genre, c'est de pire en pire. Il y aura ça de plus en plus et que c'est limite comique, mais genre un peu pathétique, dans le sens un peu pathétique que bah, y a des gens aux États-Unis qui préfèrent dire que c'est une sorte de coup de géo-ingénierie du gouvernement. Vraiment, il y a des complotistes, mais vraiment beaucoup, hein. Genre, on en parle énormément dans les médias américains. J'en ai parlé avec mon papa. Mon papa, il adore écouter les médias américains et du coup, ils en parlent énormément du fait qu'en fait, il y a plein de gens qui disent que bah, en fait, la Floride, c'est un État historiquement républicain. On a dans un mois, même pas, on a les élections. Et donc, bah, il y a des gens qui disent que c'est le gouvernement qui a fait en sorte qu'il y ait un ouragan et qu'on ne protège pas aussi qui disent que le gouvernement ne fait pas assez pour protéger les personnes qui sont concernées par cet ouragan, alors que si. Mais bref, c'est le climat politique aux Oui, États-Unis où genre c'est juste genre on s'en branle de la vérité, genre juste plus c'est gros, plus c'est ok, genre on s'en fout en fait finalement si c'est vraisemblable ou pas, on s'en fout, juste on balance le truc, ça c'est dans notre intérêt donc let's go. Le climat politique, oui, j'ai fait le jeu de mots sans faire exprès, mais mais Joe Biden, il a dû faire une conférence pour dire que c'était pas lui. C'est une dinguerie. c'est ouais, c'est Ah ouais, fou, putain, c'est ok. une dinguerie. Ah, c'est- Ok. Pour dire qu'il en avait Genre- rien à genre voir la- avec le climat. Genre à quel point ils sont prêts pour d'aller loin pour pas devoir juste dire que bah, c'est le dérèglement climatique, les gens juste c'est ça qui fait que c'est pire. Et Et c'est pas dans ce contexte-là qu'ils vont faire des élections présidentielles dans quelques semaines, là. c'est une dinguerie, hein, c'est fou. Ah ouais. Genre les États-Unis c'est une saucisse, hein, c'est encore plus une saucisse Pays que nous. finito. C'est abusé. T'as pas de solution, Elias? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'humain, en fait, face à ce réchauffement climatique? Dégager de la Floride? Non.
déjà? Non, bah moi je pense que c'est limite, genre là le truc me fait plus penser à un problème de polarisation aux États-Unis dans le sens où il n'y a plus de débat public possible à partir du moment où bah en fait juste c'est des gros mythos qui sont balancés comme ça et que du coup il n'y a pas lieu à avoir débat. Comment convaincre quelqu'un qui est prêt à croire ça en fait, tu peux pas le convaincre de l'autre côté. Donc pour moi le plus gros danger que je vois aux États-Unis c'est que et peut-être quelque chose qui présage un petit peu la même dynamique chez nous, c'est que la société est de plus en plus polarisée et qu'il n'y a plus d'entre-deux possibles. Et à partir du moment où il n'y a plus du tout de débat public, bah alors il n'y a plus de compromis du tout. Et donc, un coup, c'est un pôle qui est au pouvoir et qui massacre tout ce que l'autre pôle a fait. Et que du coup, imaginons, on a un pôle de gauche au pouvoir qui fait ce qu'il faut, ou en tout cas, on espère qu'il fait ce qu'il faut pour jouer notre rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et après, bah, vu que c'est tellement polarisé, tu auras l'autre derrière qui viendra tout massacrer. C'est comme Trump, hein. Trump, maintenant, genre, les tweets qu'il fait, c'est je vais massacrer tout ce qui a été fait. Genre je vais être dictateur un jour, genre je m'en bats les couilles, je vais tout massacrer. Genre je vais massacrer toutes les réformes qui ont été faites, genre tout va changer. Et donc tous les progrès que Biden a fait, même si de notre point de vue, bah, c'est la gauche de là-bas, c'est pas notre gauche à nous, donc c'est pas forcément ce que nous on appellerait des progrès, mais à leur échelle, bah, c'est des progrès. Donc c'est juste une question d'être relatif, tu vois. Et bah il va tout massacrer et du coup c'est peut-être un peu ce qui nous attend aussi. C'est pour ça que j'ai peur, ma plus grosse peur, et ça façonne la manière dont même je stream, c'est de la polarisation. Ça me fait trop peur que on se parle plus. En fait, ça me fait trop peur que on finisse dans une société où bah il y a une partie de la société qui vit dans réalité numéro 1 et l'autre partie de la société qui vit dans réalité numéro 2, qui sont fondamentalement incompatibles et qui donnent lieu à des scènes où tu es en mode mais comment on peut dire des dingueries comme ça, comme ce qui est en train d'arriver aux États-Unis. Ouais. Et toi, la psychothèque, qu'est-ce qu'on fait de ce réchauffement climatique là? On en fait quoi? On se casse? On part? On pourrait raser les États-Unis, c'est une proposition. Alors, il y a des autochtones aux Voilà, États-Unis. bien sûr, en évitant certaines populations, c'est le sous-entendu. En fait, ça me paraît compliqué parce que on est dans un système capitaliste on en a parlé sur comment on essaye de faire des profits malgré que ce soit la crise. Voilà, là, c'est pas parti pour mettre en place des choses qui vont, même le minimum des pas présents, même ce qui fait accord au niveau international n'est pas respecté. Donc bah, ça va être la même question que par rapport à Macron vis-à-vis de la position de la France sur Israël, c'est-à-dire la question de quel rapport de force les populations vont arriver à impulser pour faire infléchir les positions. Et donc, quelle méthode on va employer pour faire en sorte qu'il y ait des politiques qui soient menées qui puissent améliorer les choses. Mais c'est vrai que moi, le truc de l'ouragan, là, à la fois, ça me fait penser à l'Islande, parce que j'ai une petite passion pour l'Islande, où il y a... où avant il y avait des éruptions un peu de temps en temps, maintenant après ça a été une fois par an, maintenant c'est plusieurs fois là depuis la fin de l'année 2023, il y a eu au moins 4 fois des éruptions. Bon, il y a un climat, ouais, je vais réutiliser le mot, assez angoissant, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et toi, le cogite, qu'est-ce qu'on fait de l'écologie, tout ça? Il faut faire des choses, non? Ouais, on sort du capitalisme et du productivisme, évidemment. Allez! C'est facile à dire, mais il n'y a pas d'autre solution. On arrête le greenwashing. Mais cette société américaine, elle fait peur et elle rend folle elle rend fou parce que elle est en train de s'importer en Europe et en France. C'est vrai que t'as raison, Elias, c'est en train de se polariser en France aussi et il y a une espèce de bipartisme, enfin je sais pas quoi, qui est en train
voilà, soit t'es d'extrême droite, soit t'es un méchant gauchiste. Et sur le climat, c'est pareil. Et le climato-sceptisme qui est ambiant, qui est en train de monter, je pensais pas que ça serait, je Il est pensais en pas train que de ça serait monter. possible un jour. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'en vois de plus en plus, quoi. Et, les gens préfèrent, plutôt que de faire des efforts, préfèrent dire, soit ça n'existe pas, soit c'est bon, on s'en bat les couilles, de toute façon, on n'y changera jamais rien, quoi. Hmm. Et Ouais, les plus jeunes en fait se disent ça en mode de toute façon le monde est finito quoi. Autant en ouais, profiter. je sais pas trop quoi en penser. Enfin, ouais, c'est une sorte de résignation, Fatalisme, ouais. de fatalisme, ouais. Je sais pas comment. Je peux pas leur en vouloir, quoi, mais Ouais. bon, voilà, quel monde on leur laisse, c'est une question aussi. Comment on remobilise ces gens-là enfin, ces jeunes pour leur dire, bah non, venez, on se mobilise et on va niquer toutes les industries polluantes. On va niquer le monde de la chasse qui pollue comme jamais. Enfin, voilà, on va niquer tout ça. On va changer vraiment des politiques pour des politiques publiques qui remettent de la biodiversité au cœur du sujet et qui soit pas. On sort de la croissance à plein pot, quoi. Mais c'est vraiment facile à dire et pour convaincre de ça. Ouais. Parce qu'il y a Très aussi dur. l'antifascisme à combattre, il y a aussi, enfin, ouais, il y Ah, a, il y a quelques. Effectivement, il y a quelques fronts. ouais. Ouais. Comment J'ai dit tu, l'antifascisme à combattre, pardon, je voulais dire le fascisme à combattre. Ouais. comment Voilà. tu fais rêver une jeunesse une sortie du capitalisme? Kaizen. Kaizen. Ah bah non. Bah non, pas Kaizen. Non, Bah en franchement, si on vrai. va tous vivre sur le sommet de l'Everest, peut-être qu'il y a quelque chose. Après, on va Non, peut-être manquer de non, place à un c'est pas moment. ouf. Et Et d'oxygène d'oxygène. aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en vrai, je pense que déjà d'une, bah, le roman français, comment il est fait en histoire, bah, on t'apprend pas que bah, tous nos acquis sociaux viennent de l'anarchie en France. Et c'est à nous, en fait, en tant que militants, de les faire rêver en disant mais en fait, vous avez vu, ça a existé, ça a marché. Et les gens, ils étaient heureux avant qu'on leur foute sur la gueule, en fait. Et c'est à nous, en fait, de montrer, l'histoire des choses qui ont marché et que, par exemple, la sécurité sociale n'est pas capitaliste et elle marche. La retraite, ça marche. En fait, c'est les médias font croire que, c'est ça qui fait, le trou, de pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça, hein, qui fait le trou, hein, vraiment de nos dettes. Ça marche. Ça fait tenir un pays et cetera et puis voilà, on peut leur dire: «Regardez, il y a des choses qui marchent, c'est de gauche, on pourrait faire encore mieux, en fait». Voilà. Par T'es, exemple, abolir l'héritage. Voilà, t'es par sur la exemple. stratégie du déjà là du communisme, le truc de Friot. Ouais, c'est oui, complètement et même, culturellement, tu vois? Pour moi, enfin, je le pense réellement, culturellement, la gauche a déjà gagné. Nos artistes sont de gauche, font passer des idées à gauche et les fachos sont obligés de s'excuser ou de dire: «Oui, ça, c'est pas très féministe» ou Hmm. enfin, mais quand même, j'aime bien les femmes, tu vois? Enfin, des trucs comme ça. Ils sont obligés, en fait, d'adopter quelques langages pour, passer des idées horribles, en fait, derrière. Mais voilà, mais il va falloir, se battre culturellement. Ouais, il faut être là. Voilà. Et Je tu parlais de l'anarchisme. Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans l'anarchisme, c'est la question de l'autogestion. mmh, Parce que t'as eu en 2020 l'expérience de Capitol Hill qui est assez peu connue, je crois que c'est à Seattle, où ils ont plus eu de police en fait. Il y a un moment, les flics ont laissé leur tablier, ils ont dit c'est trop la merde, et vous savez quoi, démerdez-vous. Et donc tu as tout un quartier dans une grande ville américaine qui a fonctionné sans police, et donc ils se sont demandé ok comment on gère, etc.
Et en fait, ils n'ont pas cherché à faire revenir la police. Ils ont continué à fonctionner comme ça. Et c'est, je sais plus, je sais plus c'est quelle figure de l'État, gouverneur ou quoi, qui a dit non, 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 c'est bon, on va remettre la police, etc., quoi. Et donc, c'est-à-dire, y compris récemment, il y a des expériences Ouais, autogestionnaires dont on devrait peut-être plus tirer des conclusions. en gros, il y a plein d'expériences. Il y avait eu une expérience qui s'était faite sur Twitch avec Pokémon. Et en gros, en fait, c'était les gens du chat qui dirigeaient en fait le personnage. Et en prenant la moyenne à chaque fois, les gens faisaient le bon choix. Et en fait, il y a plein de preuves, plein d'études qui le montrent. En fait, si les gens communiquent et travaillent ensemble, bah, c'est toujours le bon choix. Après, il faut aussi une éducation derrière. Et ça, Venez, on fait un jeu politique où genre faut gérer un pays fictif et on fait une sorte de Twitch plays politique et voir ce que les gens décident. En fait, Twitch c'est quand même ouais, il faut plutôt à demander à gauche. la barricade. La barricade qui avait fait le jeu de Jean-Luc Mélenchon. Donc, en vrai, s'il y a des devs, faites-le. Le jeu de Euh, Ce Jean-Luc serait Mélenchon, marrant. c'est quoi? Tu joues c'est Jean-Luc Jean-Luc. Mélenchon? Ouais, c'est un truc de combat, non? Il me Fiscal semble. combat. Fiscal compte. Fiscal. Ok, je connaissais pas. Tu Ouais. remues les Ouais. poches des riches pour faire tomber leur argent. Il y avait Bernard Arnault dedans, il y avait plein de milliardaires. C'est excellent. Je crois que ça se trouve encore. Ouais, non, ça se trouve toujours, ouais. Ouais. Non, non, ouais. Eh ben, Mais ouais, après, on a vu la convention citoyenne pour le climat qui marchait, mais Macron, la nare infiltrée, non, c'est juste qu'il a. Ça a marché, il y avait des très bonnes solutions. Ils ont fait, nope, on lit pas. Nope, on va pas faire ce qu'ils ont dit. Et il y a plein de trucs. En vrai, c'est aussi à montrer aux plus jeunes et aussi écouter les plus jeunes. Voilà, je suis sûre qu'il y a des jeunes. Qui si, tu leur dis: «Non mais t'inquiète en fait, on peut faire une autre solution», eux ils le croient. Les vieux, moi j'y crois pas trop. Les vieux, les faire changer, c'est plus compliqué. Bah les vieux ça reste la majorité, hein. C'est malheureusement Ouais, c'est pour même ça dans que le 10 pays est de ans, droite. les vieux ce sera toujours la majorité. Mmh. Donc il faut les faire changer d'avis. Tu peux pas arrêter d'essayer. Moi j'ai Mhm. confiance, hein. Par exemple, il y a les soulèvements de la terre là, en France, il y en a plusieurs. Bah, tu vois comment ils sont organisés aujourd'hui, ça peut te donner confiance au futur. Enfin voilà. Beh, je pense qu'il faut plus. Les gilets jaunes, OK, il y en a qui sont confus, mais c'est aussi à nous d'y aller, en fait, hein. Voilà. Mhm. Ah ouais, ils sont très confus, ça part en couille chez moi, vraiment. Ça dépend pression. vachement. Mais déjà, ils sont encore sur les ronds-points chez toi, non? Ouais, ouais, ils sont Ah encore ouais, ils sur les sont encore là, ronds-points. parce que j'allais dire, ils sont plus très actifs. Ah ouais, et c'est toujours, saucisse merguez tous Ok, les samedis et les ok, ok. dimanches, ils y sont et avec, mais ils veulent sortir de l'Europe. Eux, ils veulent sortir de l'Europe, voilà. C'est peut-être le truc un peu cringe, mais ils sont vraiment sur Macron, démission, la taxation, il faut taxer les plus riches, etc. Il y a des trucs bons, il y a des trucs mauvais. Voilà. Mais ils sont toujours là au rond-point. Voilà, c'est les gilets jaunes Roussel. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, mais c'est très drôle. Et ben merci, c'était formidable de vous avoir. Voilà, c'était très très cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin, Elias? Non, c'était trop cool. J'étais stressé. Et Bah, finalement, c'était cool. bah, t'as bien parlé, t'as vu? T'as vu, ça marche bien. Il y en a un de vous qui va stream après? La psychothèque? Non, Ah, je pas vais du m'arrêter tout, là. pas du tout. Non, tu vas arrêter? Le Cogite aussi, tu vas Fin de arrêter? soirée. OK. OK. Et toi, la psychothèque, ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool. C'était chouette discussion, non? Merci pour Ouais, non, c'est l'invitation. trop. Ah ouais, non, en plus, t'as été précis, t'as été très très cool. J'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà. Non, ouais, non, c'est toujours un plaisir de t'avoir, bien sûr. Enfin, un plaisir de t'avoir. C'est la première fois que je t'avais et en vrai, trop cool. Trop, Ouais, trop c'était cool. cool. Ouais. Et toi, le cogite, ça s'est bien passé?
Bah ouais, ça fait vraiment plaisir voilà, c'est la deuxième fois et toujours un plaisir. Donc quand tu veux, Pla- ça fait trop plaisir. Ouais, moi je suis trop contente de t'avoir. En vrai, en plus, t'es très basé. Ouais, oui. En fait, je cherche quelqu'un à raid et c'est toujours compliqué. Mais ouais, non, j'étais très contente de vous avoir. Vous avez quelqu'un à raid? Attends, je peux regarder. Mais Attends, j'ai je beaucoup de regarde. gens. J'ai beaucoup de gens. Ah, il y a Nota Bene. Si vous voulez, hop, Nota Bene. Toi, il est sur Twitch, lui? Ouais. Ouais. Je Allez, savais pas. on va raid Nota Bene. Vous allez le politiser, hein. Allez, allez, allez. Bah, Il merci est à tous. communiste, notamment. Oui, oui, les de gauche. Ouais. Ouais. Merci à tous de m'avoir suivi et merci aux invités. Vous pouvez toujours les retrouver sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à aller les follow parce qu'ils sont trop cool, trop bien, extraordinaires. Voilà. Merci à tous. Nous, on se retrouve demain midi. Allez, on dit midi demain. Let's Ah go. ouais? Oh, les Ah, changements d'horaire de Youk en ce moment. Ah ouais. What the fuck? Là, dans 12 heures, là. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Let's go. Je vous fais des gros bisous à tous. Bisous, bisous. Gros Merci. bisous, Merci ciao. beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Bye. Au revoir. Au revoir. J'essaye d'avoir une fille tout à fait correcte, hein, Alors, les gars. Bah ouais. Ça s'est bien passé. Vous avez bien aimé. Ouais, Grave. ouais. grave, trop bien. Tiens, je vais envoyer mon chat aussi. L'actu, elle est pas joyeuse, hein, mais... C'est complicado, hein. ouais. Mais bon. Ouais. Je crois que son live il bug, Nota Bene. Ah non, c'est bon. Ah, Mais c'est en bon. fait, Ouais. il parle. Ah, il arrête. Ah, il arrête. Ah, quel timing. Ah merde. Oh, il est dans le mal, le pauvre. Ah, il s'est pris encore un raid. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, je vais raider mon chat ailleurs. Ouais. Il est en train de partir. On va faire ça. En tout cas, ce fut fort cool, non? Bah ouais, moi j'ai trop aimé être avec vous. Si vous avez des critiques, des suggestions, n'hésitez pas. C'est trop cool.